à cette série de conférences organisées conjointement par Attac et Pour.press. Donc, euh, donc c'est un cycle de 2 jours de conférences donc, sur l'Europe sociale, avec du coup, des intervenants et intervenantes qui sont là pour présenter des sujets en lien avec ce thème. Et donc, les présentations vont en général durer dans les 45 minutes. Et ensuite, il y aura 45 minutes de questions-réponses donc avec vous. Vous êtes invité à donc, poser vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Euh, je vais commencer par remercier donc, le Sound Resist de nous accueillir ici et Pierre-Emmanuel qui nous a gentiment invités. J'aimerais bien aussi également remercier les intervenantes et les intervenants, donc notamment Cédric Leterme et Anne Dufresne qui sont déjà présents. Et faire du coup un rapide rappel du programme de ces 2 jours. Donc en premier lieu, on va commencer par la conférence de Cédric Leterme qui sera sur les politiques digitales de l'UE. Ensuite, nous aurons la conférence de Anne Dufresne qui s'intitule Travailleurs de plateforme contre la loi Uber en Europe. Et l'après-midi, donc de ce vendredi, nous aurons Bernard Friot qui viendra parler du salaire et comment sortir de la logique des piliers de l'Union européenne. Ensuite, samedi, nous allons avoir Bruno Poncelet qui fera 2 conférences le matin. D'abord, la première sur le coût social de non-action, sur le coût social de la non-action écologique. Et ensuite, sur la question de savoir si une UE sociale est possible à l'intérieur des structures actuelles. Et enfin, donc ces 2 jours se termineront avec l'intervention de Pedro Chavez, qui viendra faire le lien entre Europe sociale et démocratie, pour savoir s'il est possible d'avoir une Europe démocratique sans Europe sociale. Voilà. Pour les informations un peu pratiques, j'aimerais bien vous rappeler qu'il y a du coup une feuille donc, à signer pour une pétition pour la libération de Julian Assange donc à l'entrée. Et il y a une cagnotte d'Attac pour la participation aux frais, parce que forcément, organiser une conférence comme ça coûte un peu d'argent. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, c'est possible. Je terminerai en disant que Attac organise d'autres conférences, en plus jusqu'au mois de décembre. Donc il y a 6 conférences, donc, à savoir le 21 septembre, Sortir du capitalisme avec Bernard Vasseur. Le 20 octobre, Où va la France de Macron avec David Mühlmann. Le 1er novembre, L'occupation du monde avec Sylvain Piron. La guerre économique le 7 novembre avec Ali Laïdi. Et le 17 novembre, Quand la gauche pensait à la nation avec Jean-Numa Ducange. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer la conférence de Cédric Leterme. Donc, Cédric, tu es docteur en sciences politiques et en sciences sociales, chargé d'études au Gréséa et au CETRI. Donc le Gréséa, c'est le groupe d'études économiques pour une recherche alternative. Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative. C'est ça. C'était pas le bon ordre. et donc au CETRI, qui est le centre tricontinental. Ce que tu m'avais dit, donc c'était la plupart de tes travaux qui sont en lien avec le numérique sont à retrouver dans la revue Europe des médias et du numérique. Donc voilà, si le sujet actuellement de Cédric vous accroche et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette revue. Donc, tu vas nous parler des politiques de digitalisation de l'UE. Donc, il faut savoir que l'UE actuellement est en train de lancer un programme pour on va dire, s'emparer du sujet numérique, pour faire concurrence aux États-Unis et à la Chine, parce qu'elle a déjà accumulé une forme de retard par rapport à ces 2 pays, et notamment sur la question de la protection des données. Parce que jusque-là, on était dans une sorte de Far West digital où il y avait extrêmement peu de régulation et il était possible d'utiliser ces données d'un peu n'importe quelle manière sans grand besoin de transparence vis-à-vis des citoyennes et des citoyens.
L'UE a essayé donc de contrebalancer ça, ou en tout cas de l'encadrer en partie avec le RGPD. Donc j'imagine que vous avez certainement entendu parler. C'est notamment ce qui a forcé donc tous les sites internet à proposer d'accepter ou de refuser les cookies. C'est pour quelque chose qui est très très concret, dont euh, tout le monde a déjà été en prise avec ça. Néanmoins, donc ce nouvel agenda européen, ces nouvelles politiques ont des limites donc assez évidentes, donc notamment en termes d'effectivité des décisions, de champ d'application, ou en ce qui concerne le lien avec la politique commerciale de l'UE à l'OMC. Donc, c'est de tout cela que Cédric Leterme va parler aujourd'hui. Et du coup, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Tristan. Merci à tout le monde d'être présent ici ce matin. Juste une toute petite précision, c'est que je ne suis plus depuis très récemment chargé d'études aussi au CETRI. Donc je reste chercheur associé là-bas, mais je suis passé à temps plein au Gréséa. Voilà. Mais le CETRI continue de faire de l'excellent travail, donc je vous invite quand même à suivre ce qu'ils font. Donc effectivement, je vais vous parler de politique de digitalisation de l'Europe. Je vais essayer d'abord de faire un rapide rappel des grandes tendances actuelles de l'économie numérique pour montrer un peu les défis qu'elle pose. Ensuite, je vais expliquer pourquoi et comment l'Europe a voulu se saisir effectivement de cet enjeu-là. Qu'est-ce qu'elle a déployé pour le faire, notamment depuis 2019, dans le cadre de la commission qui est en place à l'heure actuelle. J'expliquerai un peu les grands principes, ce qui est intéressant dans ce qui a été déployé et ce qui est amené à être déployé encore, parce qu'il y a encore des textes qui vont arriver, mais aussi effectivement les limites et les incohérences qui peuvent exister au sein même de l'agenda et par ailleurs encore plus peut-être entre cet agenda numérique interne et ce que l'Europe défend et négocie au niveau international, notamment dans des accords commerciaux, dans des accords de libre-échange, tu l'as dit, au sein de l'OMC. Donc j'en ai effectivement, à mon avis, pour une quarantaine de minutes, quelque chose comme ça. Il y aura un moment de débat après d'échange. Après, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises sur le moment, n'hésitez pas à m'interrompre, de lever la main. S'il y a des notions qui sont, sur lesquelles je passe trop vite, je ne sais pas trop dans quelle mesure vous toutes et vous tous êtes plus ou moins à l'aise à ce que je vais expliquer. Donc s'il y a vraiment des questions de compréhension, n'hésitez pas à m'interrompre. Par contre, effectivement, pour l'échange plus le débat, on garde ça pour après. Sûr de pouvoir passer tout en revue. Ça va? Donc, commencer par un rappel. Oui, pardon, tu peux. Excuse-moi. Commencer par un rappel. Un constat qui est assez trivial. J'imagine que vous l'avez tous entendu, mais c'est quand même important de le rappeler. Aujourd'hui, on est dans une économie mondiale, une économie internationale qui est dominée à la fois par les données numériques, qui constituent ce qu'on beaucoup considèrent comme étant la ressource centrale de l'économie numérique et plus largement de l'économie au sens large. Et par ailleurs, les plateformes, c'est-à-dire la forme d'entreprise qui est le mieux à même de récolter et d'exploiter au maximum ces données-là, domine l'économie. D'accord ? Je vous ai mis ici une qui date de 2017 du magazine The Economist, où il faisait cette analogie entre les données numériques qui seraient le nouveau pétrole du 21e siècle. On entend beaucoup cette analogie-là, c'est le nouvel or noir du 21e siècle. Elle a des limites, cette analogie, mais elle est quand même parlante, elle a un fond de vérité. Donc effectivement, les données aujourd'hui sont extraordinairement importantes pour le fonctionnement de l'économie, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on a des données, mais plus on a de données, plus on est capable d'optimiser, d'améliorer les services qu'on propose aux consommateurs, aux utilisateurs, etc. Plus on a de données, plus on est aussi capable d'influencer, de prédire les comportements de ces utilisateurs, de ces consommateurs, parfois de collectivités, mais aussi d'événements naturels. Quand vous avez des données météorologiques, vous pouvez prédire d'autant mieux ce qui va se passer et éventuellement agir pour influencer ce qui va se passer. C'est pareil pour les individus, c'est pareil pour des collectivités. Plus vous avez de renseignements sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils font à tel moment de la journée, comment ils consomment, etc., plus vous pouvez essayer, par exemple, de leur mettre une publicité sur le produit pour lequel ils vont être le plus à même de cliquer à tel moment de la journée, à tel moment, à telle période de l'année, etc., etc. Donc ça permet de prédire et d'influencer, donc d'avoir une prise sur les comportements des consommateurs, des utilisateurs. Et troisième grosse utilité des données, c'est que ça permet aussi d'entraîner les intelligences artificielles. Les modèles dominants d'intelligence artificielle aujourd'hui fonctionnent sur ce qu'on appelle l'apprentissage machine, l'apprentissage automatique. Donc par exemple, pour de la reconnaissance visuelle, la reconnaissance faciale, vous n'allez pas expliquer à votre algorithme quelles sont les caractéristiques d'un chat pour qu'il puisse reconnaître les chats. Vous allez au contraire le nourrir de millions et de millions et de millions d'exemples de photos de chats dans toutes les positions, de toutes les couleurs possibles. Et c'est lui tout seul qui va apprendre à reconnaître petit à petit un chat de manière de plus en plus précise au fur et à mesure qu'il aura été nourri de nombreux exemples. C'est pareil pour la reconnaissance vocale, c'est pareil pour le chat GPT, la génération de texte. On a nourri ces machines d'énormément de textes en leur disant ça c'est un texte de français, ça c'est un texte de russe, ça c'est un roman, ça c'est une nouvelle, ça c'est une blague, etc.
Et à force d'être entraîné avec ces exemples-là, il est capable lui-même, statistiquement, de vous donner des réponses qui collent à ce que vous leur avez demandé. Fais-moi une blague qui tient la route. Eh ben, il va statistiquement vous proposer une blague qui tient la route sur base des exemples qu'on lui a donnés. D'accord ? Donc tout ça nécessite des quantités colossales de données pour entraîner ces modèles, pour les rendre de plus en plus performants et de plus en plus précis. Et donc plus vous avez des données, plus vous êtes en avance dans le champ actuel de l'intelligence artificielle. Donc ce n'est pas étonnant que les plus grosses plateformes numériques qui sont en possession des plus grosses quantités de données sont aussi celles qui sont à la pointe en matière d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment les trois raisons qui font que les données sont extrêmement importantes à l'heure actuelle et que toute entreprise essaye d'en amasser un maximum, à commencer par les entreprises numériques, mais de plus en plus les entreprises des autres secteurs se rendent compte que c'est important pour elles aussi. Et donc, je vous le disais, le modèle d'entreprise qui est le mieux à même de récolter et de mettre à profit ces données-là, c'est ce qu'on appelle des plateformes. Alors, les plateformes, c'est une structure qui met en relation différents acteurs, hein, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une plateforme. Ça crée un marché entre différents acteurs. Et en fait, c'est un type particulier d'entreprise. On peut parler d'hybride entre un marché et une entreprise, parce que d'une part, elles servent d'intermédiaires et donc elles créent des marchés entre différents utilisateurs. Uber vous explique qu'il crée un marché entre des personnes qui ont une voiture et des personnes qui veulent louer une voiture. Deliveroo vous explique qu'il crée un marché entre les restaurateurs, les livreurs et les consommateurs. Ils sont juste là pour permettre à ce marché d'exister. Donc c'est vrai, c'est un aspect de ce qu'elles font. Par contre, elles le font en structurant et en coordonnant le marché selon leur propre intérêt, hein, sur base des algorithmes. Donc c'est Uber qui va décider quel chauffeur aura accès à quelle route. C'est Deliveroo qui va décider quel type de restaurant vous aurez accès à tel moment, quel livreur pourra avoir accès à telle course. C'est la même chose pour Facebook à travers le fil, par exemple, hein, de nouvelles. C'est l'algorithme qui va décider quelles nouvelles vont vous être proposées en priorité. Et donc là, on voit bien qu'on est beaucoup plus que face à un simple marché neutre qui permet des interactions. On est face à une plateforme qui structure, qui coordonne ces interactions pour en retirer les données et pour mettre à profit ces données de la manière la plus profitable, justement, possible. Donc, ce n'est pas anodin qu'aujourd'hui, les plus grosses entreprises du monde sont des plateformes, sont les entreprises qui fonctionnent sur ce modèle de la plateforme. Vous avez ici un graphique, alors il s'arrête en 2016, mais c'est pour vous montrer la tendance, et ça s'est renforcé depuis lors. Vous avez en vert les entreprises technologiques, et en rouge et en noir, pardon, les entreprises d'autres secteurs. Et donc, en fait, c'est l'évolution des plus grosses capitalisations boursières sur une dizaine d'années. Et vous voyez que progressivement, les entreprises technologiques en vert commencent à arriver au sommet de l'indice. Et donc, à l'heure actuelle, sur les 10 plus grosses entreprises cotées en bourse au monde, vous avez entre 7 et 8 entreprises qui sont des plateformes numériques et qui relèvent en tout cas du secteur numérique. Et elles ont progressivement remplacé les entreprises énergétiques traditionnelles, ce qui explique aussi l'analogie, hein, dire ben voilà, les plateformes numériques ont remplacé les plateformes pétrolières parce que dorénavant, les données sont le nouvel or noir, là où le pétrole était la nouvelle ressource dominante. Alors je l'ai dit, il y a des limites à cette analogie-là, mais ça vous montre un petit peu l'évolution générale. Et donc aujourd'hui, les plateformes dominent l'économie et de plus en plus d'entreprises traditionnelles essayent d'adopter ce modèle de plateforme. Donc Bayer Monsanto maintenant se définit comme une entreprise de données, comme une plateforme qui essaye de mettre à disposition des services basés sur les données. Siemens fait la même chose. On pourrait même discuter du cas de Deleuze, en fait, hein, qui est en train de se détacher de la gestion directe de ces magasins pour agir comme une espèce de plateforme entre différents acteurs, organiser les interactions entre les clients, les magasins, les distributeurs, etc. et récolter les données. Deleuze se fait de plus en plus d'argent à travers les données personnelles des consommateurs qu'elle revend sous forme de publicité. Hein, ça occupe une part croissante du budget. Et donc, il y a là aussi une tendance à la plateformisation, à la numérisation d'acteurs de la grande distribution. D'accord ? Oui. Alors, vous avez Apple, Alphabet, c'est le groupe qui coordonne Google, hein, c'est le trust, c'est la holding de Google, si vous voulez. Il y a Microsoft ensuite, avec les petits carrés, Amazon et Facebook. Donc, c'est les fameux GAFAM. Là, on est en 2016. Aujourd'hui, en 2003, Microsoft est passé devant Apple. Google est troisième. Mais bon, on retrouve quand même sensiblement ces mêmes entreprises-là. Vous avez aussi une montée en puissance des fabricants de puces. Hein, donc, Navia, qui est une entreprise leader en matière de fabrication de puces électroniques, est arrivé aussi dans les 8-9 premières valorisation boursière. Mais voilà, ça vous donne une tendance. Ça, c'était une photo en 2016. Mais comme je disais, donc sur les 10 plus grosses capitalisations boursières, vous en avez 7 ou 8 qui sont des plateformes numériques et qui atteignent des niveaux de capitalisation complètement délirants. On est sur des 3 trillions de dollars à peu près de capitalisation pour les 3 premières, sachant que le PIB de la Belgique, c'est 400 milliards. Quoi. Donc, voilà, vous avez un peu un ordre de grandeur de la puissance financière de ces entreprises. D'accord ?
Donc on est face à une économie dominée par les données numériques et le modèle d'entreprise qui est le plus à même d'en tirer profit, ce sont les plateformes. Alors ces caractéristiques-là, ça s'accompagne d'une concentration économique et géographique croissante et largement inédite. On est face à une économie numérique, mais donc aussi à une économie internationale qui est de plus en plus concentrée aux mains d'une petite poignée d'acteurs qui sont eux-mêmes de plus en plus concentrés au sein d'un très petit nombre de pays, en l'occurrence les États-Unis et la Chine, qui archi-dominent l'économie numérique à l'heure actuelle. Donc concentration économique, d'une part, pour différentes raisons, le numérique a tendance à favoriser un ou plusieurs acteurs, mais en tout cas un nombre réduit d'acteurs. On parle d'effet de réseau, on parle de coût de sortie qui est très compliqué une fois que vous êtes sur une plateforme que vous avez développée, vous avez alimenté votre compte Facebook, etc. pendant 5-6 ans, c'est compliqué de tout laisser de côté et de repartir à zéro sur une autre plateforme. L'effet de réseau, c'est le fait que plus vous avez d'utilisateurs d'un service, plus ce service est utile. Donc plus il y a des personnes qui font des recherches sur Google et qui cliquent sur ce que Google leur propose, plus Google peut proposer un service, des résultats de recherche pertinents aux utilisateurs suivants. Donc il y a un effet cumulatif qui est particulièrement fort. Ça s'observe dans d'autres milieux, mais dans l'économie numérique, c'est particulièrement fort. Alors il y a plein d'autres raisons, mais en tout cas, ça débouche sur une économie où il y a énormément d'oligopoles, voire de monopoles ou de duopoles, en tout cas avec très peu d'acteurs qui archi-dominent les marchés. Donc Google, il a 90% des parts de marché internationales de la recherche en ligne, 90%. Vous avez un quasi-duopole au niveau des systèmes d'exploitation des smartphones. En gros, c'est Google avec Android et Apple avec iOS qui se partagent l'entièreté du marché. Facebook, ils ont 60% de parts de marché des réseaux sociaux à travers le monde. Vous avez aussi au niveau du cloud, Google, Microsoft et Amazon qui sont de loin les acteurs dominants dans le cloud. Au niveau international, ils se partagent entre 2 tiers et 3 quarts des parts de marché de ce segment qui est extrêmement important. Donc voilà, ça vous situe un peu le degré de concentration auquel on assiste dans le cadre de l'économie numérique. Ici, je vous ai mis un graphique qui montre en fait la répartition de la valeur des 100 entreprises qui sont cotées au Nasdaq. Donc c'est l'indice boursier qui reprend les principales valeurs technologiques aux États-Unis. Et en fait, les 7 plus grosses entreprises, elles valent autant que l'ensemble des 93 autres réunis. Les 7 plus grosses entreprises numériques, elles valent autant en bourse que les 93 autres plus grosses entreprises numériques du monde. Donc ça vous situe le degré de concentration et c'est quelque chose qui est cumulatif, donc qui va de plus en plus loin. Ça a tendance à s'accélérer, cette concentration. Donc concentration économique extrêmement forte. On voit que ces acteurs, en plus, s'investissent de plus en plus dans toutes les couches en fait, de l'économie numérique. Donc de plus en plus, c'est à travers les GAFAM, à travers les grandes entreprises numériques que sont posés les câbles sous-marins qui permettent la connectivité, qui posent de plus en plus leurs propres câbles. C'est eux qui, chaque année, investissent le plus dans la pose de nouveaux câbles sous-marins. Ils possèdent leur propre infrastructure cloud, donc c'est l'informatique en nuage qui permet à d'autres entreprises d'utiliser leur infrastructure, leur puissance de calcul, leur espace de stockage, etc. Donc elles ont cette couche-là aussi. Elles ont la couche de logiciels, elles ont la couche des plateformes et elles ont en plus de plus en plus de contenu qu'elles produisent aussi et qu'elles proposent. Donc depuis les câbles jusqu'au contenu final qui est proposé aux consommateurs, vous avez des entreprises qui dominent quasiment chaque couche à travers des écosystèmes intégrés de plus en plus complets et fermés. Donc ça, c'est concentration économique. Concentration géographique, je vous le disais, à l'heure actuelle, en gros, l'économie numérique, elle se joue entre les États-Unis et la Chine. La Chine, qui est archi-dominante parce qu'elle a un marché intérieur qui est monstrueusement gros et qui est assez captif. Donc elle est dominante, elle a réussi à développer des entreprises de la taille et des technologies qui rivalisent et parfois dépassent certains aspects des entreprises de technologie américaines, mais essentiellement sur son marché intérieur. Au niveau de l'économie internationale, c'est de très très loin les États-Unis qui dominent. Donc ici à droite, vous avez une infographie qui est tirée d'un rapport biannuel que la CNUSED, c'est une commission des Nations Unies, sort sur l'état de l'économie numérique. Et il est assez intéressant, c'est une infographie qui explique la répartition géographique des 100 plus grosses plateformes numériques en termes de valorisation boursière. Et donc ça vous montre, en fonction de la taille, là où on retrouve géographiquement ces plateformes. Et donc vous voyez que les deux gros pôles de l'économie numérique en termes de grosses plateformes se retrouvent en Amérique du Nord, mais donc essentiellement aux États-Unis. Vous avez un autre gros pôle en Asie avec essentiellement la Chine, même s'il y a aussi des plateformes coréennes et des choses comme ça. Et vous voyez que l'Europe est très loin au milieu. Donc c'est les petites plateformes bleues. L'Afrique en a 2, l'Amérique latine est inexistante dans ce classement-là, des 100 plus grandes plateformes numériques au monde. Et donc sur ces 100 plateformes-là, les plateformes européennes, elles représentent 3% de la valeur totale et elles représentent 12 des 100 plus grosses plateformes qui existent. Tout le reste quasiment est réparti entre les États-Unis et dans une moindre mesure l'Asie et la Chine.
Donc ça vous situe un peu le degré de concentration. Alors on pourrait faire le même genre de classement en termes de part de marché, etc. Je vous l'ai dit. Ça, c'est au niveau des valeurs des principales plateformes. Donc ça vous donne une idée de la concentration géographique de l'économie numérique et d'à quel point l'Europe est totalement à la traîne. Tu parlais de retard, c'est moins qu'on puisse dire. L'Europe est totalement larguée à l'heure actuelle dans l'économie numérique, même si elle se débrouille bien dans certains sous-segments, mais d'une manière globale, elle est totalement à la rue par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine qui, je l'ai dit, a développé sa propre économie numérique, ses propres technologies sur base de son marché interne avec des stratégies de protectionnisme qu'elle est la seule pour l'instant à avoir développé de cette manière-là. Ça va ? Donc ça, c'est une situation qui est due, je l'expliquais, à des caractéristiques qui sont propres à l'économie numérique, hein, l'effet de réseau, les coûts de sortie, etc. Mais ça a aussi été favorisé, ça continue d'être favorisé, même si c'est en train de changer, donc je vais arriver au cœur du sujet, par un environnement de régulation au niveau international et au niveau des principaux blocs économiques mondiaux. Alors d'une part, qui s'est révélé inadapté ou inexistant, c'est-à-dire qu'on les a laissés à peu près faire ce qu'elles voulaient en disant bon ben voilà, c'est l'économie numérique, c'est l'innovation, c'est quelque chose d'entièrement nouveau, cette économie dématérialisée, donc on va pas trop intervenir, on va les laisser faire un peu ce qu'ils veulent pour ne pas brider l'innovation. Donc par exemple, effectivement, en matière de protection des données, on n'a rien fait pendant très longtemps et beaucoup de pays ne font toujours absolument rien. Les États-Unis n'ont toujours pas une loi fédérale de protection des données personnelles, d'accord ? Donc on est toujours effectivement largement face à un Far West où, premier arrivé, premier servi, vous récoltez le maximum de données que vous voulez, vous en faites absolument ce que vous voulez, et vous n'avez pas trop de compte à rendre par rapport à ça. Donc, il y a eu un vide juridique qui continue de perdurer, même si de plus en plus d'États, on va en parler, l'Union européenne notamment, commence à essayer d'intervenir pour mettre des règles, mais l'essor de l'économie numérique a largement profité de ce vide juridique et continue d'en profiter. Il y a des règles qui existaient mais qui sont révélées inadaptées en matière de fiscalité, en matière de droit du travail, des choses comme ça. Et par ailleurs, on a aussi adopté des législations spécifiques qui ont été particulièrement permissives, qui ont permis, qui ont protégé les entreprises numériques pour leur permettre de fonctionner selon leur modèle. Alors ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas en Europe jusqu'à très récemment. Hein, donc en fin des années 90, à la suite des États-Unis, on a mis en place des directives sur le e-commerce qui permettaient justement aux entreprises d'opérer sur base d'un modèle d'intermédiaire. Donc on ne leur demandait pas d'être responsable, par exemple, des contenus qui étaient hébergés et partagés. Vous avez justement Deliveroo qui peut jouer de cette ambiguïté de dire nous on est un intermédiaire, on est un algorithme, on n'est sûrement pas un employeur, donc on n'a pas à être responsable des conditions de travail sur nos plateformes. Même chose pour Uber. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été rendues possibles par ces législations qui exemptaient finalement les plateformes de responsabilité par rapport à ce qui se passait sur leur plateforme précisément. D'accord ? Donc il y a eu à la fois des lois qui ont favorisé ça, qui ont favorisé cette impunité. Il y a eu un cadre qui était inadapté et il y a aussi eu principalement un vide juridique total qui a permis à ces entreprises de fonctionner comme elles voulaient et donc d'accumuler de la puissance, d'accumuler du pouvoir et d'accumuler des parts de marché qui devient aujourd'hui compliqué à gérer. Ça va ? Donc tout ça aboutit très rapidement à effectivement une économie numérique extrêmement concentrée et donc ça va forcément poser toute une série de problèmes. Ça pose des problèmes économiques, hein, des degrés de concentration comme ça, ça commence à attaquer les principes de la concurrence, ça commence à brider l'innovation parce que les entreprises ont une telle puissance de frappe que dès qu'elles ont un pseudo-concurrent, elles le rachètent et c'est réglé. Donc ça commence à poser des problèmes d'innovation, de concurrence économique. Ça pose des problèmes aussi en matière d'atteinte à la vie privée, hein, avec des quantités croissantes de données personnelles qui sont récoltées, qui sont utilisées on ne sait trop comment, qui parfois fuitent, qui sont hackées, etc. Donc il y a des gros problèmes en termes de violation de la vie privée. On voit arriver des gros problèmes en termes d'évasion fiscale, avec des entreprises qui de plus en plus opèrent dans un espèce de no man's land, soi-disant parce que c'est immatériel et du coup leurs activités ne peuvent pas être taxées parce qu'elles n'atterrissent jamais dans un territoire particulier. Elles peuvent d'autant plus faire circuler leurs profits qu'elles n'ont pas vraiment de présence commerciale physique pour ce qu'elles proposent. Il y a tous les enjeux liés à la désinformation, à la capacité d'influence sur le débat démocratique de la part des plateformes et des réseaux sociaux, par exemple. Donc il y a toute une série de choses qui vont commencer à poser très fortement problème. Et donc à partir, on va dire, du tournant des années 2010, on va assister à ce que certains ont appelé, alors c'est une locution anglaise, ça s'appelle le techlash, donc c'est une contraction de technologie backlash, donc retour de bâton technologique, c'est-à-dire une inversion de l'image qu'on avait très positive jusque-là des entreprises numériques qui étaient à la pointe de l'innovation, qui étaient aussi garantes de la liberté sur Internet, de l'ouverture. Hein, souvenez-vous, les printemps arabes, c'était grâce à Twitter, etc. Donc c'était vraiment les héros de la liberté. Bon, au tournant des années 2010, ça commence un peu à s'inverser. 2015, on est franchement dans une toute autre configuration politique et médiatique, c'est-à-dire que ces entreprises, de plus en plus, ne sont plus vues comme
des entreprises qui œuvrent à la liberté de l'information, à une autodétermination, etc., elles sont vues comme des espèces de Big Brother orwelliens qui contrôlent de plus en plus d'aspects de la vie de tout un chacun. Et ça se double en Europe d'une inquiétude sur ce que je disais, cette concentration géographique extrêmement forte, et donc le sentiment en plus en Europe d'être largué par rapport aux États-Unis et à la Chine. D'accord ? Donc face à ça, il y a de plus en plus d'appels à une meilleure régulation, notamment en Europe, donc à la fois pour des raisons de protection de toute une série de droits fondamentaux et de droits politiques et démocratiques, et aussi en Europe en particulier, de crainte de prendre trop de retard par rapport à une économie qui fonctionne essentiellement par et pour les grandes entreprises américaines, avec la Chine qui a un rôle un peu particulier là-dedans. Donc ces appels vont se multiplier. On va avoir en 2016 l'adoption effectivement du RGPD, en parallèle avec les premières grosses amendes, les premiers procès qui vont commencer à arriver de la part de la Commission sur certaines grandes entreprises technologiques. Mais effectivement, le premier gros coup de la Commission, c'est l'adoption du règlement général sur la protection des données personnelles, qui va être le premier au monde et qui va, à l'heure actuelle, qui est encore le plus avancé, en tout cas sous certains aspects, de protection des données des individus, de vos données privées. Ça ne touche pas les données non personnelles, ça ne touche pas les données commerciales et choses comme ça. Mais c'est un règlement qui vise à mieux encadrer l'utilisation de vos données personnelles. Ça a été adopté en 2016. Donc c'était une première dont l'Europe est toujours très très fière, même si on verra qu'il y a des limites à ça dans le principe même et dans l'application. Mais à partir de 2009, il y a vraiment un changement de rythme. En 2019, donc il y a eu des élections européennes, il y a une nouvelle commission qui arrive, qui est mise en place. Et parmi ces priorités, les deux grosses priorités, c'est soi-disant la transition écologique, on pourrait en parler beaucoup aussi, et la transition numérique. C'est vraiment les deux priorités de la nouvelle commission. Et sur l'agenda numérique, on assiste à des projets, alors il y en a qui ont déjà été adoptés, mais un projet extrêmement ambitieux de toute une série d'initiatives qui doit doter l'Union européenne d'une stratégie numérique vraiment ambitieuse, qui doit lui permettre de proposer une troisième voie entre le laisser-faire absolu à l'américaine et l'autoritarisme chinois. Donc on se présente comme les garants d'une troisième voie où on aurait de l'innovation, de la liberté, mais avec des principes cadrés qui permettent de respecter les droits fondamentaux, etc. Ça, c'est ce que l'Europe met en avant. Et par ailleurs, l'autre objectif, c'est d'une part de faire en sorte que cette économie numérique soit plus éthique et fonctionne plus au service de tout le monde. Ça, c'est un premier objectif affiché. L'autre objectif, c'est effectivement, en redéfinissant les règles du jeu à l'interne et en espérant que ça se déploie au niveau international, de pouvoir rattraper le retard sur les États-Unis et la Chine. Donc ça, c'est l'autre objectif qui est mis en avant aussi. Et on verra que ces deux objectifs ne sont pas forcément conciliables. En tout cas, il y a une contradiction potentielle entre les deux, entre vouloir maximiser les gains de l'économie numérique et vouloir en même temps créer une économie numérique au service de tout le monde. On verra que dans les faits, c'est souvent difficile de concilier. Mais en tout cas, il y a cette ambition-là qui est déployée à partir de 2019. Donc ici, vous avez deux images. À gauche, c'est la façon dont la Commission européenne présente un petit peu son fonctionnement, son agenda numérique. Donc vous avez en dessous le pilier qui concerne les technologies. Donc elle va investir énormément pour développer des nouvelles technologies, pour essayer de se doter d'une infrastructure européenne sur laquelle elle aurait plus de contrôle. La couche supérieure, c'est rules, donc c'est les règles. Donc c'est adopter toute une série de législations, de règlements, etc., qui permettent justement de doter cette économie d'un fonctionnement qui soit cadré, qui soit contrôlé. Ça est censé permettre un fonctionnement plus démocratique et ça doit être guidé par des principes digitaux qui sont au sommet de la pyramide. D'accord ? Bon, ça, c'est un peu le slogan, c'est la façon dont la Commission présente ça de manière un peu simple. À droite, vous avez un graphique qui est beaucoup plus barbare, mais qui est forcément, du coup, beaucoup plus précis et qui est un peu plus flou. Vous n'allez pas voir grand-chose. C'est un auteur, en fait, qui a essayé de résumer. C'est juste pour vous donner une idée, c'est pas très important d'avoir tous les détails, mais c'est pour vous donner une idée de l'ampleur, en fait, de l'offensive législative qui est en cours au sein de la Commission européenne. Donc, il a repris en fait les différentes couches de fonctionnement de l'économie numérique. Donc, vous avez en dessous les trois couches infrastructurelles physiques. Donc, c'est les câbles, c'est les serveurs, c'est les centres de données, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est réglementation, administration, standards techniques, etc. Ensuite, vous avez les acteurs, les intermédiaires, donc les plateformes, les administrations, et puis vous avez les utilisateurs finaux. Ça, c'est les différentes couches qui vont depuis les infrastructures jusqu'à l'utilisation finale. Et en fait, en rouge, vous avez partout où l'Union européenne est en train d'essayer d'intervenir pour fixer des nouvelles règles, pour essayer de développer ses propres standards, pour essayer de développer ses propres réseaux, etc., etc. Donc il y en a énormément, ça part un peu dans tous les sens. Alors, on en entend parler beaucoup dans la presse de certains textes qui, effectivement, sont les plus ambitieux et qui, potentiellement, vont être les plus déterminants. Donc, vous avez sûrement entendu parler du DMA et du DSA, donc Digital Market Act, règlement sur les marchés numériques
le Digital Service Act qui vient d'entrer en vigueur, qui est le règlement sur les services numériques. Donc ça, c'est les 2 premiers gros textes législatifs qui ont été adoptés. Le Digital Market, c'est pour régler les problèmes de concurrence sur les acteurs présents sur le marché numérique. Le Digital Service Act, c'est pour régler les questions de contenu, d'accord? Et donc, on va travailler plus sur les intermédiaires et sur les responsabilités sur les contenus à travers lesquels, qui passent à travers leur plateforme. Donc ça, c'est déjà adopté. Il y a un règlement sur la gouvernance des données qui a déjà été adopté. Arrive très bientôt un règlement sur les données qui va compléter le RGPD, mais en expliquant comment on peut utiliser et partager sous quelles conditions les données non personnelles. Tout ce qui est données où vous ne pouvez pas être identifié, données commerciales, données générées par des objets, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est en cours aussi. On a, à l'heure actuelle, des grosses discussions. On est en train d'aboutir sur un règlement sur l'intelligence artificielle qui a retrouvé un regain d'intérêt dans la presse parce qu'il arrive au moment où ChatGPT commence à faire de nouveau parler de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez qu'on est sur des choses qui sont extrêmement stratégiques, avec des positions européennes qui sont assez ambitieuses, en tout cas par rapport à ce qui existe, ou en tout cas ce qui n'existe pas principalement au niveau international. Au niveau du DMA, par exemple, vous avez des obligations qui pèsent sur les très très grosses plateformes, qui sont considérées comme des portes d'entrée du web, parce qu'elles ont une position tellement centrale. Donc Google, c'est la porte d'entrée du web pour ce qui est des moteurs de recherche. Quasiment tout le monde passe par là. Et donc, quand vous avez cette position-là, la philosophie de l'Union européenne, c'est de dire on doit vous imposer des obligations particulières. Vous ne pouvez pas profiter de cette position-là pour placer vos produits en priorité, pour récolter les données mais ne pas les partager avec les autres. Je viens de se couper derrière. Voilà, donc il y a des obligations qui pèsent sur vous. Même chose pour le Digital Service Act. Ici, on est sur les contenus. Donc, l'idée, c'est de dire quand on est face à des plateformes qui ont une taille telle qu'elles ont potentiellement une incidence sur le débat public, sur la morale, sur l'éthique, tout ce qu'on veut, on va leur imposer aussi des obligations supplémentaires, d'être responsables de ce qui est diffusé sur leur plateforme, d'être transparente sur l'algorithme qui est utilisé pour recommander certains contenus et en cacher d'autres, des choses comme ça, d'accord? Le règlement sur l'intelligence artificielle, ici on va fonctionner sur un niveau de risque, donc on va dire, on va identifier 4 niveaux de risque différents, et en fonction du niveau de risque de la solution qui est associée à la solution d'intelligence artificielle qui est proposée, il va y avoir aussi des obligations différentes. Donc pour tout ce qui n'est pas risqué, vous ne devez rien prouver, vous pouvez le mettre sur le marché, il n'y a pas de problème. À partir d'un niveau de risque moyen ou élevé, là il va falloir que vous prouviez à l'avance que votre algorithme n'est pas discriminatoire, qu'il ne va pas à l'encontre des règles en matière de protection de la vie privée, des choses comme ça. Et le niveau maximal de risque, c'est ce qui est considéré comme inacceptable. Et donc là, c'est tout simplement interdit. Par exemple, les systèmes de crédits sociaux sont tout simplement bannis. Il y a toute une série d'utilisations de la biométrie qui est aussi bannie par principe. Alors, il y a des exceptions qui sont en discussion pour les forces de l'ordre, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas encore définitivement acté, mais vous comprenez la philosophie générale. C'est de bannir ce qui est trop risqué, c'est d'encadrer très fortement ce qui pose des risques, et c'est d'autoriser ce qui a l'air d'être pas trop risqué. Ça va? Donc on est face à un agenda législatif réglementaire européen massif et relativement ambitieux si on regarde ce qui se fait, ce qui ne se fait pas plutôt ailleurs. Ce qui pousse l'Union européenne, encore une fois, c'était déjà le cas avec le RGPD, c'est encore plus le cas maintenant vu l'ampleur de ce qui est déployé, à se présenter comme la pionnière de la régulation du numérique, comme l'incarnation d'une nouvelle façon de faire de l'économie numérique, justement qui se distingue du laisser-faire américain et de l'autoritarisme chinois. Et donc, s'il vous plaît, le reste du monde, adoptez notre modèle, faites comme nous. Et en tout cas, on aime bien se présenter comme les pionniers à la pointe là-dedans. C'est repris largement par les médias. Je vous ai mis 2 coupures de presse au moment de l'adoption, notamment, je crois que c'était du Digital Service Act. On nous dit que l'Europe siffle la fin du Far West. Les Américains en rêvaient, l'Europe l'a fait. J'avais lu aussi dans l'Écho. Le Monde dit les régulations du web, l'Europe est à la pointe, d'accord. Donc il y a tout ce discours qui nous explique que économiquement on est à la rue, mais en termes de régulation, on est quand même vachement fort. Alors il y a un fond de vérité là-dedans, mais il faut quand même sérieusement le relativiser. Donc il y a 3 éléments que je voudrais amener pour relativiser ça. J'ai expliqué qu'il y a effectivement des aspects qui sont très intéressants dans ce que l'Europe déploie. Elle est pour l'instant une des seules à le faire et aller aussi loin, même si elle n'est pas la seule, elle est une des seules. Il y en a d'autres qui le font, je parlerai de la Chine après. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Le fait de prendre pour acquis toute une série de caractéristiques clés de l'économie numérique et de leur appliquer des nouvelles règles de fonctionnement, ça c'est intéressant. Donc dire il y a des grosses plateformes sur lesquelles il faut faire poser des obligations particulières parce qu'elles posent des problèmes particuliers, c'est intéressant. Le fait de fonctionner exempté, donc par avance, dire à l'avance ces grosses plateformes vont devoir montrer patte blanche et non pas ex post comme c'est fait maintenant, c'est-à-dire qu'on attend qu'elles fassent n'importe quoi pour essayer après d'aller corriger le tir. Ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant.
Le fait de dire en intelligence artificielle, il ne faut pas autoriser tout et n'importe quoi, il faut d'abord prendre le temps de vérifier est-ce que ça ne va pas avoir, ça c'est intéressant aussi, d'accord? Donc il y a des choses qui sont effectivement intéressantes. Maintenant, il faut les relativiser, hein, cet agenda-là, pour 3 aspects. Donc d'une part, la philosophie générale pose quand même question. Deuxième élément, donc je vais préciser tout ça. Deuxième élément, l'applicabilité pose aussi question, quand bien même on serait d'accord avec les principes, est-ce qu'on a vraiment les moyens de faire respecter ce qu'on est en train d'adopter? Et troisièmement, l'Europe n'est pas la seule et elle est parfois pas la plus en pointe sur ces questions-là, et je reviendrai sur l'exemple de la Chine qui est assez intéressant. Donc d'une part, la philosophie générale pose question, je le disais, il y a des aspects intéressants, mais on reste dans une logique où il faut à la fois effectivement s'assurer que l'économie numérique respecte certains principes, soit garante des droits fondamentaux, etc. Mais il faut aussi en même temps maximiser ses potentialités économiques. C'est vraiment les 2 objectifs qui potentiellement peuvent être contradictoires et qui le sont quand on regarde par exemple sur la question de l'utilisation des données. Donc le RGPD c'était comme ça, mais les 2 nouveaux règlements qui concernent les données non personnelles, la philosophie explicite c'est de dire on veut maximiser l'utilisation de données, on veut permettre de débloquer le potentiel insoupçonné de données qu'il y a en Europe. Donc on veut permettre à un maximum d'acteurs économiques d'avoir accès à un maximum de données, et pour faire ça, on va mettre en place un cadre qui permet à tout le monde d'être en confiance pour partager ces données. D'accord ? Alors on sait ce que ces cadres valent, il y a du hacking qui est toujours possible, il y a toujours de la fraude qui est possible, et par ailleurs, il y a toute une série de données, on peut vraiment se demander s'il faut maximiser leur partage. Il y a des exemples qui sont donnés, c'est favoriser le partage des données de santé, favoriser le partage des données qui sont détenues par des services publics, favoriser le partage volontaire de données qui sont potentiellement assez intimes. Donc là, c'est une philosophie qui est un peu paradoxale, c'est de dire on va mettre en place des règles pour favoriser justement le fait qu'un maximum d'entreprises pharmaceutiques puissent avoir accès en toute sécurité, en toute démocratie, à des données de santé qui sont à l'heure actuelle hébergées par des instances publiques. D'accord ? Donc ça, c'est un premier problème. Il n'est pas très clair, enfin si, il est assez clair quand on lit un peu les textes, c'est-à-dire on nous présente 2 objectifs comme étant complémentaires, or ils sont potentiellement contradictoires, et quand on regarde un peu ce qui est déployé, on se rend compte que c'est surtout l'objectif de croissance et de rattrapage économique qui est promu. Et donc, ça va nous faire une belle jambe si les entreprises qui exploitent nos données et qui violent notre vie privée sont européennes et non plus américaines. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on aura beaucoup à avancer. Et si le cadre qui entoure ça est un peu plus fixé et contrôlable, c'est un peu mieux, mais enfin, le problème de fond persiste. Ce qui m'amène à une deuxième limite de fond, c'est qu'en fait, on prend pour acquis toute une série de fonctionnements et de caractéristiques dominantes de l'économie numérique, et on va essayer de les corriger, de les réglementer, de les réguler, d'en diminuer les effets, mais jamais en les interrogeant sur le fond. D'accord ? Donc je disais que c'était intéressant, par exemple, de prendre les grosses plateformes comme étant des entités qui effectivement posent des problèmes particuliers, parce qu'elles ont une taille telle et un rôle tellement important, infrastructurel dans le fonctionnement de nos vies quotidiennes, dans le fonctionnement des administrations, etc. Je veux dire, tout le monde utilise la suite Office, par exemple, la suite bureautique Office. Les administrations l'utilisent, les écoles l'utilisent, les universités l'utilisent, donc ça pose des problèmes de souveraineté évidents, hein, que ces gros acteurs-là soient aussi centrales et aussi importants. Après, est-ce qu'il faut juste les réguler et leur demander de ne montrer patte blanche, ou est-ce qu'il faut au contraire démanteler ce type de monopole, hein? Donc il y a des propositions qui vont beaucoup plus loin en matière de régulation du numérique, qui disent mais il est inadmissible que des entreprises concentrent autant de caractéristiques clés et donc autant de pouvoir économique et politique. Donc il faut les démanteler, il faut les casser en plusieurs niveaux. Et donc par exemple, il faut faire en sorte qu'il soit interdit pour une même entreprise de proposer des services cloud et de proposer des services qui sont hébergés là-dessus. D'accord ? À l'heure actuelle, Netflix il est hébergé sur le cloud d'Amazon, Amazon qui offre aussi par ailleurs des services de vidéo en ligne. D'accord ? Donc ils hébergent Netflix et ils proposent en parallèle un service qui est concurrent à Netflix, et ils peuvent par ailleurs du coup utiliser aussi les données qui sont générées. Enfin, vous aurez compris que c'est une position qui est un peu bizarre en termes purement de droit de la concurrence. Alors les règlements européens essayent d'éviter ça, mais concrètement ils peuvent toujours le faire. Donc une des propositions c'est de dire il faut casser ça, soit vous êtes dans le cloud, soit vous êtes dans des services, vous ne pouvez pas faire les deux, vous ne pouvez pas en plus avoir les câbles sous-marins, vous ne pouvez pas en plus avoir les logiciels, il faut choisir. D'accord ? Sinon c'est une trop grosse concentration et c'est un trop grand pouvoir. On ne retrouve pas ça du tout dans les propositions européennes. Il y a à côté de ça d'autres propositions qui prennent un peu la position inverse, qui disent oui, il y a un aspect intéressant à avoir des services intégrés comme ça permet des économies d'échelle, ça permet d'être plus efficace. Simplement, il faut que ce soit des services publics. Il n'y a pas de raison que ce soit des entreprises privées qui nous proposent des services aussi utiles, hein, d'intérêt public, sur lesquels il n'y a pas vraiment de raison d'avoir de la concurrence, et on le voit d'ailleurs, ça se réduit très rapidement à un nombre restreint d'acteurs. Et donc, pourquoi ne pas socialiser ces infrastructures numériques en allant depuis les câbles jusqu'à
aux différentes plateformes, aux services d'email par exemple. On a longtemps eu un service de la Poste qui est un service public unique. On pourrait avoir un service de courrier électronique qui fonctionnerait sur le même principe. Ce serait tout à fait logique. Voilà, donc il y a des propositions qui vont dans ce sens-là aussi, qui sont évidemment pas du tout reprises dans la philosophie générale des règlements européens. D'accord ? Donc ça, c'est sur la question du fond, de la philosophie qui anime ça. On reste dans une logique capitaliste. Il faut favoriser le capitalisme numérique, mais il faut essayer de l'encadrer, de faire en sorte que bon, ça respecte quand même les droits fondamentaux. Mais l'idée, c'est que ce respect des droits fondamentaux ne nuise pas trop à l'économie, voire le favorise. L'inverse est un peu moins vrai, d'accord, même si c'est ce qui est mis en avant. La deuxième grosse limite, c'est l'applicabilité de ces règlements-là. Il n'est pas certain que ce dont on se dote, on est capable après de le faire respecter. Si on regarde le RGPD, on était très fiers de ce règlement-là. Il a posé et continue de poser de gros problèmes d'application, à commencer avec les États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes au courant du fait qu'à l'heure actuelle, le transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis sont illégaux, normalement. Hein, donc on ne devrait pas pouvoir utiliser Google, Microsoft, tous ces services-là, puisque selon le RGPD, pour pouvoir... Non, on est toujours là. Merci. Selon le RGPD, pour pouvoir transférer des données européennes à une entité extra-européenne, il faut que cette entité fournisse les mêmes garanties que ce qui est fourni au sein de l'Union européenne, des droits de recours, etc., ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, d'accord ? Je l'ai dit, ils n'ont pas de loi de protection des données. En plus, ils ont une loi récemment adoptée qui permet aux services de renseignement américains d'avoir accès aux données de personnes étrangères, mais hébergées sur des serveurs appartenant à des entreprises américaines, peu importe où sont localisés ces serveurs dans le monde. Donc même si vos données de Google sont hébergées sur un centre de données de Google ici en Belgique, cette loi autorise les services de renseignement américains à y avoir accès, sans possibilité de recours. Donc c'est ce qui fait que la Cour de justice de l'Union européenne a plusieurs fois établi qu'il était illégal sous ces conditions de permettre le transfert de données entre l'Europe et les États-Unis. Ça a posé évidemment un gros problème économique. Vous vous rendez bien compte que du jour au lendemain, on ne va pas dire au sein de l'Union européenne, on ne peut plus utiliser les services numériques américains. Ce serait tout bonnement impossible. Donc, ce que font les autorités américaines et européennes, c'est dire, attendez, on va trouver une solution. Donc, ça fait 3 fois qu'elles parviennent à une espèce de pseudo-accord qui est attaqué dans la seconde par un monsieur, un Autrichien, qui est un militant de la vie privée. Ça fait 3 fois qu'il fait invalider cet accord. Et à l'heure actuelle, on est de nouveau dans un flou où l'accord est de nouveau attaqué. Et parce qu'il n'y a rien qui a changé fondamentalement au niveau des États-Unis, au niveau de leur loi, au niveau de la protection des données, il n'y a pas de raison que cet accord ne soit pas de nouveau attaqué. Donc vous imaginez bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le règlement qui est censé être vraiment le joyau de la couronne de la régulation numérique européenne, hein, le premier truc fou qu'on a fait, qui était censé tout changer dans le fonctionnement de l'économie numérique pour protéger nos données personnelles, en fait, il est grossièrement bafoué par les principales entreprises qui exploitent les données à l'heure actuelle, c'est-à-dire les entreprises américaines. Donc il y a quand même là un gros problème d'applicabilité. Il y en a d'autres en ce qui concerne le RGPD, aussi du point de vue de sa philosophie. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, ça vous montre que ce n'est pas parce qu'on se dote d'un instrument particulièrement ambitieux que derrière, on a les moyens de le faire respecter. Et donc ici, avec l'ampleur des textes qui arrivent sur la table, qui sont souvent techniquement très compliqués, juridiquement, qui ouvrent la voie à énormément de contestations, on est parti pour quelque chose de dantesque en matière de contestation par les entreprises elles-mêmes devant les tribunaux et en matière de suivi et de mise en conformité de la part des autorités européennes. Donc voilà, ça va être assez drôle à regarder, je pense. Donc ça, c'est le problème de l'applicabilité. Troisième élément, je le disais, l'Europe aime se présenter comme une pionnière, sauf qu'elle n'est pas vraiment la seule. Alors, elle a été parmi les premières, effectivement, mais à l'heure actuelle, elle n'est pas du tout la seule à vouloir réguler et à réguler effectivement le numérique, et elle n'est pas forcément la plus en pointe dans toute une série d'aspects. Donc, je vous parlais de la Chine qui, depuis 2021, hein, vous avez entendu parler de la fameuse disparition de Jack Ma, qui maintenant est réapparu. Hein, donc, il a fait un discours qui est un peu mal passé devant les autorités financières de son pays. Et dans la foulée, on a mis un arrêt brutal à l'introduction en bourse de la branche financière de l'entreprise Alibaba, qui était à l'époque une des 6 plus grosses entreprises du monde, qui aujourd'hui a considérablement chuté. Et suite à ça, les autorités chinoises ont déployé un agenda régulatif qui fait passer ce qu'on fait en Europe pour de l'abruti, quoi. Alors forcément, il y a des caractéristiques politiques particulières en Chine qui font qu'eux, ils peuvent aller très très vite et ils peuvent aller très très loin quand ils décident de le faire. Et donc, ils ont été très très vite et très très loin dans toute une série de domaines, que ce soit le travail de plateforme dont ma collègue Anne va vous parler après, que ce soit sur la transparence des algorithmes, que ce soit sur la protection des données et notamment sur la façon dont les entreprises privées peuvent les exploiter. Là, elles vont parfois beaucoup plus loin que ce que nous, on a mis en place au sein du RGPD. Alors évidemment, le parti, par contre, peut prendre toutes les données qu'il veut. Hein, donc par rapport à l'État, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus problématique.
Mais il n'empêche qu'en termes de limitation des pratiques anticoncurrentielles, en termes de protection du consommateur, en termes de respect de la vie privée vis-à-vis des opérateurs privés en tout cas, il y a tout, en termes de transparence des algorithmes, de contrôle des algorithmes de recommandation, il y a toute une série de choses qui ont été faites qui vont extrêmement loin, qui parfois vont plus loin que ce qui est proposé ici en Europe. Et un bon indicateur de l'effectivité, de la radicalité de ce qui a été proposé là, c'est que sur ces 2 dernières années, les valeurs boursières des principales entreprises numériques chinoises, elles se sont effondrées. Donc ils ont accepté aussi de payer ce coût économique-là en pleine guerre commerciale et technologique avec les États-Unis. Ils ont dit non, ça pose trop de problèmes. Alors pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein. Il y a aussi une volonté de reprise en main de quelque chose qui semblait leur échapper. Mais quand on écoute un peu les raisons qui ont poussé à l'adoption de toutes ces règles-là, on n'est souvent pas très éloigné des problèmes et des questions qu'on se pose nous-mêmes. C'est-à-dire, ces acteurs sont trop gros, ils déstabilisent le marché, ils ont des pratiques anticoncurrentielles, ils ont beaucoup trop de données, voilà, ils répandent de la désinformation, etc. Alors, notre notion de la désinformation là-bas qu'ici, c'est pas le propos, mais donc, c'est un peu le même type de défi qui est posé. Et là, la réponse qui a été apportée, c'est de dire, eh bien, on va sérieusement intervenir là-dedans, on va réguler de manière drastique, quitte à infliger des dommages économiques significatifs. Et tant pis si ça nous fait perdre un petit peu par rapport à la concurrence internationale. Donc on a vraiment eu un effondrement boursier des principales entreprises numériques chinoises. Et c'est intéressant parce que si vous regardez ce qui est annoncé, ce qui commence à être mis en place en Europe, l'impact sur le cours et les valeurs boursières des principales entreprises américaines, qui sont en fait celles qui sont visées par nos régulations, il est inexistant. D'accord ? Donc toutes ces entreprises et les marchés qui les évaluent et qui essaient de voir si elles vont continuer de faire autant de profits n'ont pas l'air de trouver très menaçant pour leur modèle d'affaires ce qui est actuellement proposé en Europe. Donc ça devrait aussi être un indicateur sur le potentiel de ces régulations-là et sur l'effectivité concrète qu'elles vont avoir. Ça va ? J'en termine. Je voulais quand même signifier que donc ce qui est proposé va effectivement très loin sous toute une série d'aspects. C'est effectivement un des projets de régulation, si on prend tout dans son ensemble, qui est le plus ambitieux au niveau international. Même si la philosophie pose problème, l'applicabilité encore plus, et que d'autres choses se font ailleurs. Donc il faut aussi décentrer un peu le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Ça pose d'autant plus problème, et je conclurai là-dessus, que cet agenda numérique interne, donc qui pose déjà ces questions, il est en profonde contradiction avec ce que l'Union européenne négocie à l'heure actuelle au niveau international dans le cadre des accords de libre-échange, et en particulier dans le cadre d'une initiative qui a cours au sein de l'OMC. On parle d'initiative plurilatérale, parce que c'est un groupe de pays qui a décidé au sein de l'OMC de lancer des négociations. Donc normalement, quand c'est des négociations multilatérales, c'est tous les États membres de l'OMC sont partie prenante de ces négociations, mais vous pouvez lancer des négociations plurilatérales au sein d'un groupe de pays qui a envie d'avancer sur quelque chose, et les autres pas tellement, en donnant toujours la possibilité aux autres de rejoindre quand ils veulent. Donc ça a été fait en 2019. Le problème, c'est que ceux qui n'ont pas rejoint, normalement, doivent être d'accord quand même pour lancer ces négociations. Là, ça n'a pas été le cas. L'Inde et l'Afrique du Sud, notamment, et beaucoup d'autres pays, en particulier en Afrique, refusaient qu'on lance de nouvelles négociations à l'OMC sur le commerce électronique, parce qu'ils considéraient qu'il y avait d'autres choses à faire à l'OMC avant, à régler, et par ailleurs qu'en tant que pays en développement, avec un secteur numérique très peu développé, ils avaient très peu à gagner à avoir des règles commerciales internationales contraignantes, d'autant plus quand on regarde les règles qui sont en discussion. Donc s'il faut faire un petit peu l'historique de ce type de clause-là, pourquoi en fait les règles sur le commerce électronique apparaissent dans les accords commerciaux dits de nouvelle génération, donc c'est à partir des années 2010 qu'on voit commencer à émerger ces nouvelles clauses dans les accords de libre-échange, dits de nouvelle génération. C'est en fait précisément parce qu'à ce moment-là, je vous le disais tantôt, les grandes entreprises numériques, et en particulier les grandes entreprises numériques américaines, commencent à sentir le vent tourner. Elles se rendent compte qu'on va de plus en plus vers des régulations de plus en plus strictes au niveau interne parce qu'elles posent toute une série de problèmes. Et elles se rendent compte aussi que de plus en plus d'États, notamment de pays en développement, sont tentés par le modèle de protectionnisme, industrialisation numérique qui a été mis en place par la Chine et qui a permis à la Chine d'obtenir des résultats assez impressionnants. Et donc elles se disent, oula, on va de plus en plus avoir de difficultés à continuer d'opérer au niveau mondial comme bon nous semble. Il serait pas mal d'avoir des règles qui empêchent ça et donc qui verrouillent notre capacité actuelle à pouvoir fonctionner au niveau international dans un Far West total. Et donc ces grandes entreprises, à partir des années 2010, vont commencer à faire du lobbying extrêmement intense auprès des autorités américaines, mais aussi européennes. Et donc elles vont commencer à faire inscrire dans des traités de libre-échange des clauses qui leur permettent de fonctionner comme elles veulent. Alors des exemples de ces clauses-là, c'est par exemple des clauses qui garantissent la libre circulation des données à travers les frontières. Elle nous présente ça comme quelque chose qui permet la circulation de l'information, un Internet libre et ouvert.
Concrètement, libre circulation des données à travers les frontières, c'est permettre aux plateformes américaines de récolter les données qu'elles veulent où elles veulent et de les transférer où elles veulent et d'en faire ce que bon leur semble. D'accord ? Donc c'est en contradiction avec le fait d'imposer des restrictions en matière de respect de la vie privée, de dire les données que vous exploitez ici, vous ne pouvez pas forcément les amener aux États-Unis, des choses comme ça. Ces clauses-là de garantie de la libre circulation des données à travers les frontières leur donnent le droit de continuer de faire ce qu'elles veulent avec les données. Il y a aussi des clauses qui interdisent, alors c'est toujours dans le même esprit, qui interdisent des mesures de localisation forcée des données ou de leur traitement. Il y a certains États qui disent, très bien, vous pouvez récolter des données, mais vous êtes obligé de les stocker sur le territoire pour qu'on puisse y avoir accès s'il y a un problème. Bon. Les clauses en discussion dans ces accords de libre-échange interdisent, d'une manière générale, ces localisations forcées. On ne peut pas obliger une entreprise à stocker les données sur un territoire donné, avec des exceptions, mais le problème de ces accords, c'est que les exceptions sont très limitées et elles sont toujours interprétées du point de vue de leur plus ou moins grande atteinte à la liberté commerciale. Donc vous pouvez le faire pour autant que ça ne nuit pas trop à la liberté du commerce. Vous pouvez restreindre un petit peu la libre circulation des données pour autant que ça... D'accord ? Donc c'est cet esprit-là qui fait en sorte que, effectivement, ça donne quand même beaucoup de marge de manœuvre aux entreprises. Une troisième clause qui fait beaucoup de bruit à l'heure actuelle, c'est des clauses de protection des codes sources. Alors, soi-disant, c'est pour empêcher les transferts forcés de technologie, mais concrètement, c'est pour protéger les algorithmes et les codes sources de ces entreprises et donc ne pas pouvoir aller mettre son nez dans la façon dont elles favorisent tel ou tel contenu, dont elles arbitrent, dont elles prennent telle ou telle décision automatique. Et donc ça va évidemment radicalement à l'encontre de l'objectif de transparence des algorithmes qui est au fondement de la régulation interne de l'UE. Donc au niveau du règlement sur l'intelligence artificielle, une des obligations, c'est de prouver que son algorithme n'est pas discriminatoire, ne pose pas de problème en matière d'ordre public, etc. Donc il faut dévoiler son algorithme pour pouvoir faire ça. Une des conditions d'application du Digital Service Act, c'est aussi de prouver que son algorithme ne va pas susciter de la désinformation, ne va pas discriminer. Donc il y a la transparence des algorithmes, c'est vraiment quelque chose qui est régulièrement mis en avant par l'Union européenne en disant, voilà, il y a des décisions automatiques qui vont être prises dans toute une série de secteurs, certains très sensibles, avec donc des conséquences potentiellement très importantes sur la vie en société. Il faut que ces décisions soient transparentes, rendues publiques et qu'on puisse les contrôler. Au même moment, dans les accords commerciaux internationaux, l'Union européenne négocie des clauses qui vont protéger les codes sources, donc qui vont rendre cette transparence extrêmement difficile, en sachant qu'on a déjà des outils pour protéger à l'heure actuelle les entreprises du piratage et des transferts de technologies. Donc il y a déjà 2 outils qui peuvent être mobilisés en Europe, c'est les brevets et c'est la directive sur le droit des affaires. Si vous déposez un brevet sur votre algorithme, il est protégé, mais vous devez le rendre public, mais personne ne peut le copier. Et si vous utilisez par contre la directive sur le droit des affaires, là vous pouvez garder votre algorithme secret, il est protégé et simplement vous devez montrer qu'il y a un intérêt commercial, etc., etc. Mais il peut quand même être audité. Donc il y a déjà des instruments qui par ailleurs posent beaucoup de questions aussi en eux-mêmes. On va en rajouter un troisième qui va faire que c'est encore plus compliqué d'aller demander des comptes à Uber, par exemple, dans le cas de litiges entre des coursiers qui voudraient attaquer Uber en disant on a été discriminé, on n'a pas eu les courses qu'on devait, on n'a pas été rémunéré d'une bonne manière, etc. Pour pouvoir prouver ça, il faut avoir accès à l'algorithme. Or, les clauses en discussion au sein de l'OMC vont rendre ça très difficile. Alors, eux vous disent, oui, mais il y aura des exceptions, justement, par exemple, dans le cas de procédures judiciaires. Alors oui, mais de nouveau, c'est des exceptions qui devront être compatibles avec une pas trop grande atteinte à la liberté de commerce. Les acteurs tiers, par exemple, n'y auront pas accès. Et donc, il y a un cas très concret, il y a eu un procès de travailleurs d'Uber contre la plateforme en Allemagne récemment. Ils ont pu avoir accès à l'algorithme pour démontrer et pour appuyer leur cas. Avec la clause en discussion à l'OMC, si c'est adopté, ça aurait été impossible. Donc les juges pourraient avoir accès, les enquêteurs pourraient avoir accès, mais par contre, des tiers ou des personnes qui sont impactées ne pourraient pas avoir accès. De la société civile, par exemple, ne pourrait pas demander à auditer un algorithme qu'elle suspecte de discriminer des minorités, des choses comme ça. Donc on est face à quelque chose d'extrêmement dangereux que l'Union européenne négocie en toute bonhomie. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils font ça au niveau international et faire exactement le contraire au niveau interne. Il y a plusieurs explications à ça. D'une part, il y a un lobbying monstrueux de la part des entreprises numériques américaines sur la politique commerciale de l'Union européenne. C'est aujourd'hui le secteur qui collectivement dépense le plus en lobbying et les entreprises qui dépensent le plus individuellement sont aussi des plateformes numériques. Et un des axes sur lesquels elles lobbyent le plus, c'est par rapport justement à ces règles commerciales internationales. Et il faut savoir que les différentes directions générales des commissions au sein de l'Union européenne ne sont pas toujours raccords entre elles. Et donc c'est la direction générale du commerce qui est en charge des négociations commerciales internationales. Et en interne, c'est la direction de la concurrence et c'est la direction du marché intérieur avec une sous-direction Connect qui sont en charge de l'agenda numérique interne.
Et donc, ils ne font pas forcément les mêmes choses, ils essaient de discuter un peu ensemble, mais il est tout à fait... Et en fait, c'est ce qu'on observe, que d'un côté, on essaie de mettre en place des beaux principes au niveau interne, et au niveau du commerce, on est en train de négocier des choses qui vont exactement dans l'autre sens. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête et à l'œil. Malheureusement, ces négociations au sein de l'OMC sont assez avancées, même s'il y a des points qui continuent de faire, par contre, continuent de poser de très gros problèmes. Il faut savoir que la Chine fait aussi partie de ces négociations, donc notamment sur les questions de circulation des données, etc. Il y a des gros désaccords entre la Chine et les États-Unis, donc il n'est pas certain qu'ils vont réussir à se mettre d'accord là-dessus. Mais ils visent, les parties qui organisent les négociations, ils visent une conclusion pour fin 2023. Il y a toute une série de choses qui sont déjà actées et on essaye de déblayer les derniers points sensibles pour la fin 2023. Donc ça pourrait aller très vite et ça pourrait à ce moment-là poser de gros problèmes, sachant que toute une série de ces clauses-là sont déjà en vigueur dans des accords de libre-échange signés par l'Union européenne, mais c'est des accords de libre-échange bilatéraux. D'accord ? Il y en a une comme ça avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili, avec l'Angleterre par exemple. Et donc ça ne pose pas tellement de problèmes tant que les États-Unis ne sont pas impliqués, parce que c'est surtout avec eux que vont se poser les enjeux sur ce type de règles-là. Mais donc voilà, ça on attend toujours de voir. Mais en attendant, il y a donc cette contradiction extrêmement marquée entre ce qui est toujours en train d'être déployé en interne et ce que l'Union européenne négocie et parfois a déjà signé au niveau international. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je ne sais pas trop, mais merci en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup. Donc on va passer à la partie questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui aimeraient poser une question par rapport aux sujets qui ont été abordés? Ah oui, donc et on va faire passer le micro. Une petite question par rapport à la dernière dia où on dit l'Union européenne qui négocie des accords du commerce électronique et qui fait la part belle au Big Four, mais au Big Technique. Mais c'est tout à fait en contradiction par rapport au plan de transition écologique de l'Europe, puisqu'on développe Alibaba, Amazon, on voit les camions, les avions, enfin bon, quelle est leur logique là-dedans et qu'est-ce qui va primer? Bon, c'est la grosse question. On prend plusieurs questions, oui. 3. Bonjour. Oui. Vous avez parlé des GAFAM, les géants technologiques, et vous pouvez un peu parler des opérateurs télécoms. Et c'est quoi la situation pour eux parce qu'ils ont beaucoup plus de difficultés pour gagner de l'argent et pour faire des profits dans ce monde numérique. Oui, tu as beaucoup parlé de la Chine. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ce qui se passe là-bas, sur le fameux autoritarisme et les récentes évolutions? On répond déjà à ça et puis après on fera tourner, on fera plusieurs rounds, il n'y a pas de souci. Oui, oui, c'est en contradiction complète. Alors déjà, ce qui se négocie à l'OMC est en contradiction complète avec ce qu'ils prétendent vouloir faire en matière de régulation de l'économie numérique. C'est encore plus en contradiction avec ce qu'ils prétendent vouloir faire en matière de transition écologique. Où je disais déjà, c'est soi-disant, c'est les deux priorités actuelles de la Commission. C'est la transition numérique et la transition écologique, en partant du postulat quand même franchement contestable que les deux sont par définition complémentaires. Voilà, hein. C'est-à-dire que le numérique va forcément servir l'écologie et on fera d'autant mieux de l'écologie qu'on fera du numérique partout. Bon voilà, je pense que j'en entends qui rigolent, ils ont bien raison. C'est-à-dire qu'on est tous bien d'accord pour dire que ça paraît un peu absurde. Et donc forcément, ça va être encore pire si on libéralise encore plus une forme de commerce. Hein, on sait très bien que peu importe la forme de commerce, ça a un impact environnemental considérable. Donc si le but c'est de favoriser encore plus du commerce électronique, de biens ou de services, il y a un coût environnemental qui est extrêmement élevé.
On sait bien que même les services dits immatériels ont une empreinte matérielle considérable. Donc oui, voilà, entièrement d'accord avec vous, mais donc ça me paraît moins étonnant que l'Union européenne ne soit pas cohérente du point de vue de ses engagements écologiques et climatiques. Ça, je pense que malheureusement, on s'y attendait tous un peu. Sur la question de la régulation du numérique, ce qui est étonnant, c'est que ce qui est négocié à l'OMC ne va même pas dans le sens des intérêts économiques européens. Voilà, alors que l'Europe veuille une économie numérique au service des droits, etc., bon, ça fait un peu sourire. Je pense que l'objectif principal, c'est surtout, en redéfinissant des règles plus strictes, d'essayer de rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine en les forçant à nous concurrencer sur un terrain qu'on maîtrise mieux. L'objectif réel, il est là. Mais donc ça est complètement saboté et miné par les négociations en cours à l'OMC, dont les principaux bénéficiaires, et d'ailleurs c'est eux qui ont rédigé la plupart des clauses, c'est un copier-coller quasiment mot pour mot des clauses qu'ils ont amenées aux représentants du commerce américain vers 2010, c'est les entreprises numériques américaines. Alors c'est les entreprises qui lobbyent le plus ici, donc on peut dire oui d'accord, elles lobbyent, etc. Là il y a quand même une contradiction même avec les intérêts économiques intra-européens qui moi m'étonnent. Mais c'est comme ça. Donc oui, à part le poids du lobbying et à part ces contradictions et ces tensions qui existent entre différentes directions générales, j'ai pas vraiment d'explication sur comment est-ce qu'on peut aller à ce point négocier quelque chose qui est absurde en soi, mais qui en plus va à l'encontre de nos intérêts économiques platement considérés. Voilà, ça m'échappe un peu. Ceci dit, c'est un domaine qui fait peu de bruit. Je me demande s'il y a même beaucoup de députés européens qui sont conscients de la portée de ce qui est négocié là en matière de commerce électronique, parce que le terme commerce électronique est un peu trompeur. On se dit ouais, mais c'est pour effectivement c'est pour faciliter un petit peu les achats et les ventes. Voilà, on n'est pas en train de parler de localisation, de transfert de données, etc. Donc sous cette appellation de commerce électronique, on met des choses qui vont beaucoup plus loin et qui concernent le fonctionnement de l'économie numérique au sens large, avec des enjeux qui débordent de très très loin, des enjeux normalement strictement commerciaux, quoi. Et donc il y a même des instances internationales comme l'ACUSED dont je vous ai parlé, qui s'est inquiété de ces négociations en disant attendez, ce que vous négociez là, ça ne devrait pas être négocié dans une enceinte commerciale. Ça devrait être négocié à l'ONU parce que ça touche à des droits fondamentaux, parce que ça touche à la liberté de la presse, à des questions de contenu, à des questions de vie privée, etc. Donc, est-ce que c'est bien le lieu, l'OMC, pour négocier ça? Alors, on sait pourquoi les plateformes ont choisi l'OMC, précisément parce que c'est une enceinte qui est très peu démocratique, qui est très peu transparente, où le poids des intérêts des entreprises est archi-dominant. Donc, on comprend bien pourquoi elles ont envie d'aller réguler le numérique là. On comprend moins pourquoi des États, si on comprend malheureusement aussi, mais moins logique pour des États d'accepter de faire ça là, y compris pour l'Union européenne qui, pour le coup, je le disais, d'un point de vue purement économique, n'a pas forcément intérêt à aller se lier avec ce type de clause maintenant. Donc voilà, je ne sais pas répondre plus que ça. Il y a, oui, effectivement, une contradiction. En ce qui concerne les opérateurs télécoms, je peux moins rentrer dans le détail pour être tout à fait honnête. Ce que je sais, c'est qu'ils ont une position de subordonnés qui les embête profondément, puisqu'ils sont ils sont devenus des sous-traitants en gros pour les grosses plateformes, pour les GAFAM, etc., qui sont celles qui utilisent le plus leur infrastructure, leur bande passante. Quand vous regardez le trafic Internet, je crois que les 6 plus grosses entreprises du monde, elles concentrent à elles seules 57% du trafic Internet mondial, parce que par 5 ou 6 entreprises. Donc ça bouffe complètement la bande passante des opérateurs télécoms, qui n'ont pas beaucoup de levier par rapport à ça. Et en plus, les grosses entreprises posent de plus en plus leurs propres câbles, commencent à déployer de plus en plus leur propre réseau. Donc elles se retrouvent vraiment marginalisées dans cette économie-là. Du coup, elles essaient de faire des accords avec d'autres producteurs de contenu. Donc elles essayent d'atteindre des tailles suffisamment critiques pour pouvoir éventuellement concurrencer les GAFAM. Ils sont tellement dans une autre galaxie que ça me paraît un peu illusoire. Ce qui était mis en discussion aussi au niveau de l'Union européenne, c'était de forcer justement les GAFAM à payer une taxe aux opérateurs pour utiliser leur infrastructure, leur bande passante. Bon, c'est bagarré. Alors ça pourrait en plus nuire à la neutralité du net. Ça pourrait être une atteinte à la neutralité du net, qui est un principe qui est extrêmement important, qui continue de fonder nos législations. Donc je ne suis pas sûr que ça va aboutir, mais donc pour l'instant, oui, il y a une bataille économique intrasectorielle entre différents acteurs, où on voit très bien que les grosses plateformes dominent le truc, et en dessous, les producteurs de logiciels, les producteurs de services qui dépendent de ces gros acteurs-là sont dans des situations où c'est compliqué. Donc soit elles acceptent de se contenter de cette position subordonnée avec les incertitudes qui existent, soit elles essayent de monter en puissance à travers des stratégies de fusion, etc. Mais pour l'heure, j'ai rien vu de très concluant ou qui soit de nature à aller concurrencer le modèle des GAFAM. Et ça non plus n'est pas quelque chose qui apparaît très clairement dans les différentes réglementations européennes, même si on essaie de mettre en avant la souveraineté technologique, le fait qu'on va avoir nos propres réseaux, qu'on pourra imposer aux autres.
ça reste pas vraiment l'aspect le plus déterminant des législations. On est beaucoup plus loin dans la protection des données, dans les obligations réglementaires de fonctionnement. Mais en termes d'infrastructure, pour l'instant, on est très très en retard au niveau du cloud. C'est aussi très très tard. Il y avait un projet qui, pour l'heure, a l'air d'être plus ou moins mis à l'abandon, de créer un cloud européen. On a vendu ça comme ça, qui s'appelait Gaia X. Et en fait, quand on regarde, c'était pas vraiment d'avoir un cloud européen, c'est d'avoir un cloud qui fonctionne selon des standards européens auxquels pouvaient participer les entreprises américaines. Donc on n'est pas du tout dans un cloud européen. Donc, voilà, ça vous situe un peu, et même ça, on n'a pas réussi à le faire. Donc voilà, au niveau européen, technologique et infrastructurel, on est loin. Et au niveau de la Chine, en dire plus, je ne sais pas trop ce que tu voudrais que je dise de plus. Là, ils ont très sérieusement régulé le secteur depuis 2021, dans tous les sens, que ce soit la finance numérique, le travail de plateforme, les algorithmes, le commerce électronique. Donc voilà, ils ont vraiment fait feu de tout bois en imposant des amendes, en forçant des restructurations parfois. Ils ont obligé notamment justement l'entité financière d'Alibaba à se scinder, à ne plus partager les données avec l'entreprise mère, faire des choses comme ça. Donc ils ont été assez loin. Ça a eu un coût économique extrêmement important, d'autant plus que ça arrivait à un moment où l'économie mondiale était un peu compliquée. Donc là, il y a une volonté de repacification, dire ok, maintenant on a mis en place de nouvelles règles, on a un peu ratissé et fait en sorte que les abus soient corrigés. Donc maintenant on peut repartir sur une logique de croissance, faites-vous plaisir, continuez à investir, etc. Bon, il y a plein d'investisseurs qui sont franchement refroidis, et notamment des investisseurs internationaux, donc ça peine à retrouver le dynamisme qui allait avant. Mais là, on est dans une phase un peu de on va calmer un peu le jeu et on va essayer de quand même relancer la machine, puisque l'économie numérique est quand même un des secteurs les plus dynamiques de l'économie chinoise. C'est quelque chose au sein duquel elle arrive à rivaliser le mieux avec les États-Unis, voire elle le dépasse sous certains aspects. Donc il y a une volonté quand même de ne pas trop en faire non plus pour ne pas trop nuire. Donc on est aussi un peu avec les mêmes, forcément avec les mêmes contradictions ici, c'est-à-dire jusqu'où on régule pour ne pas trop nuire à l'innovation, à l'effervescence et à la croissance, etc. Sachant que l'option qui a été prise par Xi Jinping, c'est vraiment d'aller très fort et très très loin. Il y en a d'autres au sein de la classe dirigeante chinoise qui étaient beaucoup moins preneurs de quelque chose d'aussi radical. On les entend plus maintenant et reprennent un peu plus la main maintenant en disant voilà, regardez les dégâts que ça a fait. Il faut maintenant s'assurer qu'on puisse faire redémarrer l'économie numérique chinoise sur de meilleures bases. Donc ça, on va voir un petit peu vers où ça va aller. Mais pour l'heure, effectivement, on est très loin des valorisations boursières qui avaient cours jusque 2019-2020, où Alibaba avait même dépassé Facebook à un moment en termes de valorisation boursière. À 2020, à son plus haut, c'était la 6e plus grosse entreprise du monde cotée en bourse. Ils ont perdu 2/3 de leur valeur. 18 mois qui ont suivi les premières offensives de l'État. Et donc, voilà, en Chine, c'est assez particulier parce que l'économie numérique a historiquement été un bastion de l'initiative privée. Elle a été relativement laissée à elle-même, justement parce qu'il y avait des liens assez étroits avec la finance internationale, parce qu'on se doutait bien qu'il fallait aller chercher de la technologie, des investissements, etc., pour développer le secteur. Là, il y a eu une volonté de reprise en main extrêmement ferme. On va voir maintenant quel va être le nouveau modus vivendi entre la classe dirigeante chinoise et ces entreprises numériques, voilà, avec une volonté de contrôle, de censure, en tout cas sur les contenus, où là, ils sont très attentifs. Et par contre, ils autorisent beaucoup de choses. Je disais, il y a des grosses protections en matière de respect des données personnelles, mais par contre, vous pouvez en amasser beaucoup et vous pouvez surtout proposer énormément de services. Une société qui est très numérisée à beaucoup de points de vue et parfois beaucoup plus que nous sur beaucoup d'aspects de la vie quotidienne. Et donc ça continue d'être encouragé très très fortement. Donc on va voir un peu vers où ça va mener, sachant qu'il y a aussi la guerre qui se joue à l'étage supérieur au niveau de la gouvernance internationale du numérique. Là aussi, la Chine essaye d'arriver avec son modèle, qui est un modèle où l'État a la main, où l'État peut contrôler ce qui se passe. Là où les États-Unis mettent en avant un modèle beaucoup plus libre, qui est fondé sur ce qu'ils appellent le multipartisme, c'est-à-dire on va réguler le numérique au niveau international en mettant sur un pied d'égalité les États, les entreprises et la société civile. C'est ce qui a cours pour l'instant à l'ONU en matière de régulation du numérique, là où la Chine, suivie par toute une série d'autres pays, notamment du Sud, défend le multilatéralisme, c'est-à-dire uniquement les États qui gèrent ça, notamment pour corriger les déséquilibres entre des entreprises qui arrivent avec une puissance économique et financière qui dépasse de très très loin la plupart des États de la planète. Dire c'est pas à eux de venir réguler et de mettre en place des règles qui vont les concerner, c'est aux États de discuter de ces questions-là. Donc il y a ce jeu-là aussi qui se joue au niveau international où la Chine a un rôle extrêmement important en défendant justement une position multilatérale et plus favorable
en tout cas dans son discours, aux intérêts des pays du Sud que ce que les États-Unis incarnent, qui visent en fait de nouveau à garantir la liberté des plateformes américaines de faire ce qu'elles veulent au niveau international et de continuer de dominer toutes les différentes couches de l'Internet et de l'économie numérique. Voilà. Alors, avant de vite de refaire passer le micro à la salle, j'aurais aussi 2-3 questions pour toi. Donc pour commencer, on entend souvent les gens qui... Enfin, en fait, on a du mal à se représenter ce que ça veut dire l'atteinte à la vie privée. Donc on entend souvent atteinte à la vie privée quand on parle de l'amassage de données par les grandes plateformes. Avec des gens qui disent bah, moi de toute façon ça me coûte rien, qui prennent mes données, ça me revient au même. Est-ce que tu aurais du coup un exemple concret de ce que ça peut vouloir dire de laisser ces données à ces grandes plateformes et où ça peut mener, et donc quel est l'intérêt justement de protéger donc sa vie privée, que ce soit pour soi ou pour la collectivité. Donc ça, ce serait ma première question. Et la deuxième, c'est donc tu as parlé de l'exploitation des données par les grandes entreprises, enfin par le privé en fait surtout. Quelque chose qui m'intéresserait aussi, ce serait de savoir pour ce qui est du public, à savoir l'exploitation sécuritaire de la donnée. Donc je pense par exemple au JO de Paris, où il a été prévu d'expérimenter des caméras intelligentes. Donc notamment qui peut envoyer directement automatiquement donc des signaux dès qu'il y a un comportement qui est jugé suspect, du type quelqu'un qui reste assis, enfin qui reste pas assis mais qui reste stationnaire trop longtemps au même endroit, c'est considéré comme suspect et ça avertit directement à quelqu'un qui va jeter un œil sur un écran, donc la police ou quelque chose comme ça, pour qu'il gère la situation. Avec évidemment forcément des grosses questions d'un point de vue de l'usage de l'espace public et bah oui pareil donc de sécurité de la vie privée, etc. Voilà. Merci. Oui, très bonne question. Alors, effectivement, l'atteinte à la vie privée, on entend souvent moi je m'en fous, j'ai rien à cacher et voilà, ma foi, on a des services gratuits, je veux bien en contrepartie qui récupèrent mes trucs. Alors, on n'a jamais rien à cacher jusqu'à ce qu'un jour, ce qu'on pensait qu'on ne devait pas cacher, on se dise finalement j'aurais peut-être bien voulu cacher ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois, voilà, on a des opinions qui, dans une certaine configuration politique donnée, sont tout à fait acceptées et acceptables, et du jour au lendemain ne le sont plus. Et donc on ne sait jamais savoir à l'avance qui pourra être utilisé contre nous. D'accord? Donc il y a quand même un principe de précaution, dire aujourd'hui, ça ne pose pas problème ou ça ne me dérangerait pas que tout le monde sache que j'ai telle opinion sur tel sujet, etc. Ce sera peut-être plus le cas dans 5 ou 6 ans. Et on voit que sur les questions environnementales, sur les questions de droits des minorités, sur les questions de liberté sexuelle, des choses comme ça peut changer très très vite. Et donc on peut très rapidement se retrouver dans une conjoncture beaucoup plus autoritaire où tout ce qu'on a dit pendant 10, 15, 20 ans, on nous le ressort. Et là, ça pose tout d'un coup beaucoup plus de problèmes. Donc ça, moi, c'est la première chose que je dis toujours, c'est oui, t'as rien à cacher maintenant, c'est pas sûr que ce sera pas le cas plus tard. Hein. Donc évidemment, il faut faire gaffe. C'est pas uniquement l'utilisation que ces entreprises vont en faire. Il y a les problèmes de piratage, de fuite de données, etc. Et bon, ça fait quand même maintenant, ça va faire 15-20 ans qu'on utilise ces plateformes. Hein. Je suis sur Facebook depuis 2006, donc je n'ose même pas imaginer les dossiers et les dossiers et les dossiers qu'il y a sur tout ce que j'ai raconté. Et il n'y a pas d'oubli là-dedans. Alors oui, il y a une directive sur le droit à l'oubli. Normalement, vous avez le droit de faire effacer. Enfin, voilà, hein, on sait ce que ça vaut. Et moi, je ne me fierais pas à ce genre de choses. Et donc, potentiellement, tout ce que vous racontez, ce que vous partagez, etc., peut rester là pendant très très longtemps et refaire surface dans des situations soit de politique, soit de chantage, soit de... Voilà, vous pouvez imaginer toute une série de choses. Donc c'est effectivement quelque chose auquel il faut faire très attention, même si vous n'êtes pas d'un naturel pudique et que vous avez l'impression que, ma foi, ce que vous pensez, ce que vous partagez, c'est pas très grave. Après, là, il y a un fond de vérité, c'est que la plupart de ces entreprises s'en contrefichent de ce que vous pensez, de ce que vous faites, etc. Donc, elles ne sont pas en train de vous espionner à longueur de journée. Donc, c'est vrai que la moindre petite activité de Pierre-Paul Jacques n'est pas très intéressante et il n'y a pas, voilà, il ne faut pas non plus dramatiser par rapport à ça. Là où ça devient plus intéressant et problématique, c'est quand on amasse toutes ces données-là et qu'on parvient à en faire des inférences collectives. Hein, et donc c'est évidemment là que les données ont le plus d'intérêt. C'est pas les données individuelles, c'est les données collectives. C'est l'agrégat de toute une série de données qui donnent des informations sur des collectivités, sur des communautés dans leur entièreté. Qu'elles permettent de voir ce qui fonctionne dans l'opinion publique ou pas, ce qui est populaire, ce qui n'est pas populaire, et éventuellement d'influencer du coup ce type de débat, etc. Et donc là, le fait que vos informations soient accessibles et que vous soyez moins regardant par rapport à ça, si tout le monde fait ça,
ça donne à ces entreprises un droit de regard, une capacité de vision sur des collectivités, sur des masses de personnes énormes. Et donc, ça leur donne un pouvoir politique qui forcément pose problème. Hein, que ça vous inquiète ou pas, ça pose problème parce que ça leur donne la possibilité, l'opportunité d'intervenir dans toute une série d'aspects de la vie quotidienne, y compris de la vôtre. Donc, il y a cet aspect-là aussi, c'est-à-dire quand vous protégez vos données et que vous essayez d'être attentif à ces questions-là, vous vous protégez individuellement de quelque chose qui potentiellement un jour pourrait se retourner contre vous, dans des situations auxquelles vous n'avez pas éventuellement même pas pensé à l'heure actuelle. Mais par ailleurs, vous évitez aussi que ces entreprises amassent, que ce soit vous, mais surtout en collaboration avec énormément d'autres types de données, amassent trop d'informations collectives qui leur donnent un pouvoir démesuré et franchement inquiétant. Ça, c'est un peu la réponse que j'aurais par rapport à ça. En ce qui concerne, effectivement, j'en ai pas beaucoup, voire du tout parlé, l'aspect récolte, donc surveillance étatique, l'aspect récolte de données par des institutions publiques. C'est évidemment un très très gros problème aussi, puisque la plupart de ces technologies, quand bien même elles sont développées par des acteurs privés, c'est de plus en plus le cas, sont aussi utilisées par les États. Et on comprend rapidement pourquoi. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement prédire les comportements, donc y compris les comportements que vous considérez comme potentiellement porteurs de troubles à l'ordre public, vous pouvez éventuellement les prédire, vous pouvez éventuellement les influencer, vous pouvez éventuellement influencer les comportements électoraux, voilà, le type de manifestation, ces choses-là. Donc évidemment que ces outils-là et l'utilisation qui peut en être faite par des instances publiques étatiques pose énormément de problèmes aussi. Alors c'est un aspect sur lequel l'Union européenne, enfin ce qui se fait en Union européenne est probablement là pour le coup ce qui est le plus en pointe au niveau international. Alors ça ne veut pas dire que ça pose pas de problème, ça en pose plein, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, en Chine, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, vous imaginez que c'est pas glorieux. Au niveau des États-Unis, c'est franchement pas glorieux non plus. Hein. Ils aiment se présenter comme les héros du libéralisme, voire du libertarisme, etc. Il y a une intrication extrêmement profonde entre les big tech américains et l'État sécuritaire américain. Ça a été révélé encore par l'affaire Snowden. Ça continue de plus belle à l'heure actuelle. Donc, voilà, quand les États-Unis ou le camp occidental, de manière plus générale, s'inquiètent de TikTok qui va faire fuiter les données, tu vas dire oui, probablement que la Chine espionne un peu via ce type d'application. Ceci dit, les Américains le font sans complexe à une échelle 1000 fois plus massive depuis 15 ou 20 ans, et voilà, personne ne trouve rien à redire par rapport à ça. Donc si on interdit TikTok sur les téléphones des fonctionnaires européens, je crois qu'on pourrait très largement interdire l'ensemble des applications américaines, qui par ailleurs, du point de vue du RGPD, devraient de toute façon même pas s'y trouver, comme j'expliquais tantôt. Donc voilà, c'est pour relativiser un peu aussi la position des États-Unis et du discours occidental par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'Union européenne, si on regarde un peu dans les différentes réglementations qui sont en proposition, c'est un aspect où on essaye d'être plus attentif au sein de l'Union européenne, parce que je pense qu'il y a des eurodéputés, etc., qui sont plus attentifs à ce genre de choses. Mais c'est en discussion. Je veux dire, normalement, la biométrie devait être interdite par principe dans le règlement sur l'intelligence artificielle. Il y a une offensive très forte de la part de la droite, du Parti populaire européen, pour faire en sorte qu'il y ait des exceptions pour l'utilisation dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Donc ça n'a pas encore débouché sur une décision finale. On va voir où ça va mener. Mais donc voilà, là il y a des rapports de force qui sont en cours. Il y a par contre, on a acté le fait qu'il était interdit d'avoir recours à des systèmes de crédits sociaux, comme ce qui est soi-disant en discussion en Chine, même si là aussi c'est pas un truc centralisé comme mais enfin c'est quand même quelque chose qui pose de sérieuses questions aussi. Donc ça, normalement, est formellement interdit par principe au sein de l'Union européenne. Il y a de plus grosses garanties en matière de droit de recours, d'exigence de voir ce que ces entités éventuellement font avec les données, etc. Mais avec toutes les limites que ça peut avoir, et en particulier quand c'est utilisé par des agences qui fonctionnent. Voilà, c'est sûr que ça pose énormément de problèmes. Et de nouveau, on est face à des technologies où on se dit, mais oui, est-ce que le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas une utilisation abusive de la reconnaissance faciale, ou est-ce qu'il faudrait juste dire quel est l'intérêt de la reconnaissance faciale? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce genre de choses, sachant que voilà, les potentielles dérives sont quand même considérables et que les avantages ne sont pas forcément foudroyants. On pourrait tenir le même raisonnement pour toute une série d'autres choses. Voilà. Merci. On a pris un petit peu de retard. Anne, est-ce que ça te va si on fait encore un tour de questions Ouais, c'est pas un souci si on décale un petit peu dans le temps. Ok. Du coup, oui, est-ce que vous avez encore des questions?
Oui, Cédric, merci beaucoup d'abord pour ton exposé, parce que franchement, c'était bien nourri, bien comme il faut. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, voilà. Alors, voilà. Tu as aussi beaucoup évoqué la souveraineté européenne dans tout ce qui est fait comme présentation par la Commission européenne des différents textes qui sont là et dont je pense beaucoup de gens n'ont pas conscience. Mais moi, je voudrais poser une question. Je ne sais pas si tu pourrais y répondre, mais j'ai vu que le 1er août, il y avait ce qu'on appelle, dans le cadre de l'OTAN, hein, qui est quand même, on le sait, dans le cadre de la défense et de la sécurité européenne, un pilier qui prend de plus en plus d'importance et d'ampleur. Il y a eu un accord entre la Commission, le président du Conseil européen et l'OTAN. Hein. Et puis là, on apprend le 1er août qu'il y a un fonds pour l'innovation qui est entré en vigueur le 1er août 2023 et qui comprend un compartiment phare d'1 milliard d'euros. Alors ça va être placé aux Pays-Bas. Alors voilà, à nouveau, donc, dans le cadre de la souveraineté européenne, pour le moment, ce ne sont que les États européens de l'OTAN qui y participent. Donc, n'y participent pas les États-Unis et le Canada, voilà, en gros. Mais voilà, il y a un élément qui, moi, m'interpelle parce qu'on nous dit qu'il s'agit de favoriser les innovateurs en deep tech. Voilà. Alors moi, tout ça, ça me parle un peu par rapport à tout ce que tu as dit, sauf que ça reste un profond mystère. Je ne sais pas si tu peux un peu éclairer ma lanterne à ce niveau-là, ou bien, voilà, deep tech. Voilà, en gros, c'est ça. Bonjour, je voudrais vous demander ce que vous pensez du fait que chaque citoyen, chaque citoyenne de l'Union européenne est quasiment obligé de s'équiper de matériel informatique. En tant que consommateur, en fait, là, il a évidemment le choix entre différentes solutions. Mais pour fonctionner, pour vivre sa vie de citoyen en Belgique, on est obligé d'être équipé et de connaître aussi le fonctionnement de ces équipements. Bien qu'il y ait quelques petites initiatives, principalement communales, d'aide aux gens qui subissent cette fracture numérique. Mais en fait, le but, c'est que tout le monde soit équipé, tout le monde consomme la numérisation. Bon, voilà. Moi, j'aurais aimé avoir votre avis sur la fragilité ou non d'un système qui repose de plus en plus sur le numérique. Tant que j'ai le micro, j'en profite, j'en pose une ou deux. Est-ce que les GAFAM appréhendent ou non la limite des ressources sur Terre, simplement? Et si ces multinationales n'ont pas l'air de craindre à ce point-là les législations que nous pourrions mettre en place, quelle pourrait être leur plus grande crainte et leur plus grand point faible, quoi. Ouais. Si. Oui, alors rapidement, bon, la première, ça va aller vite, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas connaissance de fond dont tu parles, ni ce qu'ils mettent, eux, derrière Deep Tech. Voilà, c'est souvent, quand on met Deep devant, c'est souvent des trucs de pointe. Voilà, mais donc il faudrait voir exactement ce dont il s'agit, mais donc je ne sais pas en dire plus, si ce n'est que ça ressemble fort à ce qui se fait aux États-Unis depuis très longtemps, et que on va répéter un peu le modèle, c'est-à-dire des investissements militaires qui éventuellement pourront déboucher sur des civils intéressants commercialement. On va en dire plus là-dessus. Alors, que penser du fait que chaque citoyen, citoyenne doit s'équiper? Alors, effectivement, ça devient une obligation
des sphères croissantes. Quand c'est pas carrément obligatoire, c'est fortement incité et il devient quasiment impossible de ne pas le faire. Moi, j'y vois énormément de problèmes. J'en citerai au moins 3. C'est bon, il y a le problème classique connu de la fracture numérique, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas équipé et encore moins tout le monde maîtrise suffisamment ce type de portail, etc. Et donc, ça renforce une inégalité d'accès à toute une série de services publics, et donc c'est extrêmement problématique, ne fût-ce que de ce point de vue-là. Alors souvent, les personnes qui ont le plus de mal avec ce type de technologie sont précisément les personnes qui auraient besoin des services qui reposent sur ces technologies. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, il y a un gros problème là d'inégalité d'accès qui creuse, qui va renforcer des inégalités déjà existantes, donc ça c'est déjà un premier souci. Le deuxième souci, c'est qu'on sait que les infrastructures numériques, les matériels, les logiciels, etc. qu'on utilise sont très largement dominés par un nombre réduit d'entreprises. Donc en forçant, alors parfois il y a des solutions publiques qui sont développées, mais n'empêche que les appareils que vous devez utiliser, etc., ça reste des appareils qui sont fabriqués et commercialisés essentiellement par une poignée d'entreprises dont on sait qu'elles ont un pouvoir, une concentration de pouvoir économique et politique de plus en plus importante et problématique. Et donc forcer tout le monde à se numériser dans le cadre d'une économie numérique qui fonctionne largement par et pour un nombre restreint d'entreprises, c'est faire le jeu de ces entreprises-là. Donc ça me paraît grossièrement poser problème. Et donc il faudrait quand même à minima aussi se poser la question de, d'accord, si on numérise toute une série de services publics et de guichets, etc., alors on le fait selon des règles, avec des équipements et en essayant de ne pas favoriser justement ce type d'acteurs qui posent singulièrement problème. Je suis parent d'enfants, à l'école, il y a, selon les classes, 2 ou 3 plateformes différentes qu'on utilise maintenant pour les photos, pour les trucs, etc. C'est systématiquement des outils qui sont de Google, de machin, de Google Forms, de Google Classroom, de bidule. Voilà, là, il y a un gros problème au sein de l'école, par exemple, mais on pourrait étendre le raisonnement dans plein d'autres sphères publiques. Hein, et donc, si vous n'utilisez pas ces trucs-là, bah, vous n'avez pas accès aux infos, vous n'avez pas accès aux photos, vous n'avez pas accès aux trucs. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, on enverra de façon un mail, oui, mais l'essentiel se passe maintenant là-dessus. Donc ça me semble mériter questionnement, au-delà de la position qu'on a par rapport au numérique en soi, c'est de dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'on favorise comme type d'acteur numérique, etc. Et est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'aller obliger tout le monde à acheter un smartphone, Apple, etc., et à faire le jeu de ce type d'entreprise. Troisième gros problème, c'est le coût environnemental. Et là, on touche, c'est quand bien même on aurait une infrastructure publique contrôlée, démocratique, transparente, décentralisée, tout ce qu'on veut, ça a un coût environnemental monstrueux. Et donc, il y a des limites à ce qu'on va pouvoir faire en matière de numérisation. Et donc, voilà, est-ce que la priorité, en sachant aussi qu'au niveau international, on a encore 30% de la population qui n'a même pas encore accès à Internet, hein, je veux dire, voilà. Et nous, on en est à se demander s'il ne faut pas numériser le moindre aspect de notre vie quotidienne pour pouvoir tout faire avec un clic. Voilà, je pense que du point de vue de notre situation en Europe, mais encore plus si on tient compte du fait qu'il y a toute une série de personnes qui vont encore devoir arriver à un niveau minimal de connectivité, s'il faut que toutes ces personnes-là arrivent au niveau où nous on veut aller, enfin, je veux dire, il faudra 14 planètes et ça va juste pas être possible, quoi. Donc là, il y a aussi une réflexion là à se poser. Ça fait le lien aussi avec la fragilité de l'économie numérique. Ça, c'est sa profonde fragilité. On sait très bien que ça repose sur des matières premières qui sont en train d'être épuisées. Il y a toute une série de métaux critiques, alors, soit qui vont être amenés à manquer, soit qui va être de plus en plus difficile et coûteux d'aller chercher pour faire fonctionner ça. Quand on sait de nouveau au niveau mondial que l'objectif de l'ONU, c'est connectivité universelle, que tout le monde ait accès, bah oui, d'accord, mais alors s'il faut que tout le monde sur la planète ait un smartphone, je veux dire, de nouveau, c'est pas possible. Donc on est à des niveaux, en Afrique par exemple, dans la plupart des régions, vous êtes à 1 à 2 appareils connectés par personne. Aux États-Unis, c'est 13. Bon, en Europe, c'est 8, en moyenne. Donc voilà, je veux dire, il y a un moment, il va falloir se poser cette question-là, et alors on en sort de plus en plus hein, de cette idée qui a longtemps prévalu que c'était l'économie matérielle et que justement c'était par définition compatible avec la transition écologique parce que c'était immatériel. Bon, c'est pas du tout immatériel, c'est grossièrement matériel, et ça l'est tellement que ça devient aujourd'hui un des secteurs les plus polluants au niveau international. Et donc là, il va y avoir besoin d'une réflexion, et un peu sur le même mode de ce qu'on a fait pour l'intelligence artificielle, où je le disais, on fonctionne en termes de risque, dire ben ça, par définition, on ne le fait pas, ça, on le fait, mais sous certaines conditions. Je pense qu'il va falloir en fait fonctionner selon cette logique-là au niveau de la numérisation d'une manière générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G maintenant? Je pense que non, et donc on ne le fait pas. Voilà, et donc prioriser un petit peu les usages, mais bon, sachant qu'on est dans un contexte mondial qui est compliqué, hein, parce que mais si on ne le fait pas, eux, ils le font, on est en retard. Bon, voilà, on connaît tous un peu les arguments. Mais pour moi, c'est la principale fragilité. Après, il y a aussi la fragilité d'avoir des systèmes de plus en plus complexes. Donc, plus les systèmes sont complexes, plus ils sont fragiles. C'est-à-dire que vous avez une petite panne, ça fout en l'air l'entièreté du truc.
Voilà, on voit des administrations maintenant, des hôpitaux entiers qui ne savent plus fonctionner parce qu'il y a un hacker qui a mis un virus dans le truc. On ne sait plus soigner, on ne sait plus rien faire parce que toutes les machines, tout est connecté à un machin central. Donc voilà, plus vous avez un système complexe, plus il est vulnérable. Donc ça, c'est une autre fragilité. Mais pour moi, la principale fragilité et limite, c'est très clairement les limites écologiques. Donc ne fût-ce que pour ça, il n'est pas normal non plus que tout le monde doive, de manière forcée, fonctionner par le numérique, via le numérique, a fortiori en tant que citoyen, mais aussi en tant que consommateur. C'est de plus en plus compliqué aussi de ne pas consommer numériquement, parce que alors vous vous isolez toute une série de choses, quoi. Vos groupes d'amis sont sur WhatsApp, se fixent rendez-vous. Si vous n'avez pas de smartphone, vous ne voulez pas être sur ces plateformes-là, ça devient compliqué d'avoir une vie sociale, de suivre ce qui se passe à l'école. Donc, y compris en tant que consommateur, on est forcé. Hein, c'est pas un lieu où on est souverain et on décide de ce qu'on fait. On est aussi de plus en plus guidé et forcé à utiliser ce type de matériel, ce type de service. Donc là aussi, je pense qu'il y a une réflexion peut-être plus globale à avoir. Est-ce que les GAFAM sont conscients des limites? Oui, alors ça, je ne suis pas dans leur tête. Ils ont un discours environnemental, ça c'est clair. Ils touchent leur programme environnemental. Ils ont tous un discours où ils disent on est au service de la transition, on va permettre d'imprimer moins de papier, donc on va sauver des arbres. Enfin, vous connaissez un peu les arguments qui sont mis en avant. On va permettre d'optimiser les processus, etc. Google, soi-disant, est à la pointe de l'électricité verte, hein, donc ils ont un des plus gros centres de données aux États-Unis, ici en Belgique, qui soi-disant fonctionne à 100% avec de l'énergie verte. Oui, mais pour financer pour faire tourner des services qui ne sont pas forcément utiles. Donc, sachant que les capacités en termes de production d'énergie, y compris dite verte, qui a quand même sa part de sale, hein, c'est pas propre de produire des panneaux solaires, c'est plus propre que du charbon, mais c'est quand même pas tout à fait propre non plus. On va pas pouvoir en faire de manière extensive non plus. Et donc là aussi, il va falloir prioriser. Et est-ce qu'on veut vraiment prioriser l'hébergement de photos de chats ou de je sais pas quoi sur les centres de données de Google? C'est pas certain. Mais donc eux sont dans leur. Mais alors là, c'est la même chose que n'importe quelle autre industrie. Ils sont dans leur petite popote. Ils veulent essayer d'être neutres en carbone de leur point de vue. Alors ça pose déjà plein de questions. Mais si vous additionnez tous les programmes de neutralité carbone, il n'y a pas. C'est pas possible. Donc voilà, ils vont se heurter aux mêmes soucis. Mais est-ce qu'ils sont conscients? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils essayent de faire des choses qui ont les mêmes limites qu'on observe finalement dans d'autres types de secteurs. Et oui, question, s'ils n'ont pas peur de lieu, de quoi est-ce qu'ils ont peur? Je vais quand même un peu nuancer ce que je disais. Ils sont quand même pas super rassurés par ce qui se passe en Europe. Et on le voit à l'explosion des dépenses de lobbying. Hein, donc, ils ont vraiment mis le paquet parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait une volonté quand même chez certains acteurs européens de reprendre un peu la main, de serrer un peu la vis. Donc ils suivent quand même attentivement ce qui se fait. Ils ont mis beaucoup d'argent pour s'assurer que certaines choses n'aillent pas trop loin, que certaines choses aillent un peu dans le sens de ce qu'ils veulent. Ce fameux projet de cloud, ils ont beaucoup lobbyé pour dire mais on serait les premiers à vous aider à développer un truc qu'on stockera en Europe, où vous serez maître dessus, etc. Mais s'il vous plaît, laissez-nous venir et participer dedans. Donc voilà, ils se méfient quand même un peu de ce qui se passe. Après, ce que je voulais juste pointer, c'était ce décalage entre la Chine dit on va réguler le numérique, les valeurs technologiques chinoises s'effondrent, l'Europe dit on va réguler le numérique, il n'y a pas un petit battement d'aile sur les cours de bourse de la tech américaine. Donc voilà, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas trop inquiets par rapport à leur modèle d'affaires mondial, mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas inquiets parce qu'ils pourraient en découler, et éventuellement, si ça commence à faire tache d'huile, là, ça va leur poser problème. Et il y a quand même quelques aspects de la réglementation européenne qui pourraient les embêter très sérieusement. En matière d'interopérabilité, par exemple, c'est un truc qui... Alors ça, je demande vraiment à voir ce qui va se passer, mais c'est un truc qui pourrait les embêter. Donc l'interopérabilité, c'est de faire en sorte que votre messagerie Facebook, vous puissiez l'utiliser aussi avec un autre réseau social. Hein, donc à l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc ce que vous faites sur une plateforme, vous pouvez le faire que sur cette plateforme. Et donc c'est ce que je disais tantôt. Si vous voulez aller sur un autre réseau social, vous devez recommencer tout à zéro, refaire vos contacts, machin. Ici, on impose quand même à ces entreprises de vous permettre de porter vos données et surtout de pouvoir interagir entre plateformes. Et donc que les services de messagerie, de la même manière que les mails en fait, hein, peu importe où vous êtes émergé en mail, vous pouvez envoyer des mails à qui vous voulez. L'idée, ce serait d'avoir la même chose pour les systèmes de messagerie instantanée type WhatsApp, etc. Peu importe que vous utilisiez WhatsApp, Signal ou quoi, vous pouvez envoyer des messages à qui vous voulez via ces outils-là. Et donc ça, ce serait quand même une brèche dans leur modèle, mais ils ont quand même beaucoup d'autres cartes, parce qu'ils ont quand même accumulé pas mal d'avance sur plein d'aspects. Donc il y a des choses qui pourraient les embêter. Le principal, ça reste quand même en termes de séparation structurelle de ce qu'ils font, en termes de comment ils gèrent les données et ce qu'ils peuvent faire avec ou pas. Ça reste les deux gros points sensibles.
Alors l'Europe a été relativement loin sur les données, mais pas assez et avec beaucoup de failles. Sur la question de séparation structurelle et de socialisation, pas du tout. Voilà, c'est un truc qui potentiellement pourrait les embêter. Alors, merci beaucoup. On va devoir clôturer du coup cette première partie. Merci beaucoup à toi du coup pour la présentation. Merci pour et pour les réponses très précises. Voilà, c'était super, merci.